Débuter notre audition qui, je crois, est attendue avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Monsieur le Président de CCI France, d'être présent aujourd'hui pour cette audition. Nous vous souhaitons bien sûr la bienvenue dans cette salle de la Commission des affaires économiques. Votre audition, elle était initialement prévue le 19 juin dernier. Puis il s'est passé un certain nombre d'événements et donc elle a été reportée compte tenu de la suspension des travaux parlementaires à la suite de la dissolution. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de vous auditionner, d'autant plus que c'est la première fois que nous vous accueillons dans cette enceinte depuis votre élection à la présidence de CCI France. En effet, depuis janvier 2022, vous êtes à la tête du réseau des 121 chambres de commerce et d'industrie régionales, territoriales, locales et départementales. Vous êtes vous-même un entrepreneur. Vous présidez un groupe dans lequel vous avez débuté votre carrière, IGE plus XAO, qui est un éditeur de logiciels qui est dédié à la conception et à la mise en service des systèmes électriques. Depuis 2018, cette entreprise fait partie du groupe Schneider Electric. Aussi, avant d'être le président de CCI France, vous en étiez déjà le vice-président. Vous avez également été vice-président de la CCI Toulouse-Haute-Garonne, et je regarde plus particulièrement nos collègues Alain Chatillon et Pierre Medevieille, et président de la CCI Occitanie avec un certain nombre de nos collègues qui sont aussi les représentants de cette belle région d'Occitanie. Naturellement, nul besoin de présenter les chambres de commerce et d'industrie. Je souhaite simplement rappeler la diversité de leur mission. Les chambres de commerce et d'industrie accompagnent plus de 3,8 millions d'entreprises pour l'accomplissement des démarches administratives, notamment au niveau de la création et de la reprise d'entreprise. La loi leur confie également des missions d'intérêt général, comme l'enregistrement des contrats d'apprentissage ou la délivrance de certaines cartes professionnelles. Plus largement, les chambres de commerce et d'industrie ont une mission générale d'appui et d'accompagnement, si j'ose dire, tous azimuts des entreprises. Qu'il s'agisse de soutien à la transition écologique et numérique, d'actions en matière de développement international des entreprises ou de formation professionnelle. Je rappelle à ce titre que le réseau des chambres de commerce et d'industrie est le deuxième formateur après l'État. Et nous savons combien la question des compétences est cruciale, notamment pour réussir la réindustrialisation. Le contrat d'objectifs et de performance qui a été signé par CCI France et le ministère de l'Économie en avril 2023 a formalisé ces missions prioritaires des CCI, en cohérence, bien sûr, avec les politiques publiques portées par le gouvernement. Elles sont ensuite déclinées au niveau régional. Aussi, j'aimerais que vous nous exposiez, Monsieur le Président, comment ce volet de l'action des CCI s'articule dans les territoires avec celui des opérateurs de l'État, comme Business France ou BPI France. Pourrait-on rechercher, selon vous, davantage de synergie? Puisque cette audition se déroule en parallèle de l'examen du projet de loi de finances, je me permets d'aborder la question de la contribution des CCI à la réduction de la dépense publique. L'an dernier, le gouvernement a prévu une trajectoire de réduction de 100 millions d'euros des ressources des CCI d'ici 2027. Cette baisse devait reposer sur un prélèvement sur la trésorerie des chambres en contrepartie d'une stabilisation du plafond de la taxe pour frais de chambre. Or, cette année, compte tenu de la dégradation des finances publiques, le projet de loi de finances prévoit une nouvelle réduction du plafond des taxes pour frais de chambre de 40 millions d'euros. Quel impact cette trajectoire aura-t-elle sur le modèle économique de votre réseau? Je pense par exemple au développement de nouvelles offres payantes. Enfin, je souhaiterais profiter de cette audition pour vous interroger sur l'état des entrepreneurs français et plus particulièrement des PME et des TPE. Vous avez une vision globale de ces entreprises et vous réalisez d'ailleurs régulièrement des études sur le sujet.
ont-elles confiance en l'avenir? Quelles sont leurs préoccupations premières et leurs priorités? Quel est le degré d'implication en matière de transition énergétique? Et puis, puisque nous sommes encore à quelques semaines des JO, quel bilan faites-vous des Jeux Olympiques pour plus particulièrement les commerces? Voilà, Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Je précise que cette audition fait l'objet d'une retransmission en vidéo, en direct sur le site du Sénat. Et bien sûr, elle donnera lieu à un compte-rendu. Et puis, à l'issue de votre prise de parole, eh bien, j'ouvrirai les questions très largement à l'ensemble de nos commissaires. Monsieur le Président, bien volontiers, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, pour cette introduction et pour cette invitation. C'est vrai qu'elle a été reportée, mais je crois qu'elle arrive à point nommé, puisqu'on a de nombreux sujets à adresser donc en ce moment, et donc ça me donne l'opportunité de parler aussi du PLF. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Alors, je vous vois souvent. J'ai vu beaucoup de personnes d'Occitanie, entre autres, ici, mais pas que. Pas que. En tout cas, je suis heureux. Je vois que la Drôme est bien représentée aussi. Donc, ça fait partie des territoires dans lesquels je suis assez souvent. Je vais répondre à vos questions, bien sûr, et je vais en profiter pour balayer quelques éléments sur les chambres de commerce. Je vais vous parler de quelques éléments qui vont pouvoir vous rappeler ce que sont les chambres de commerce, même si je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je crois qu'on ne peut pas passer au travers de quelques éléments d'histoire, de quelques éléments sur les missions que vous avez citées, Madame la Présidente, bien sûr de l'empreinte et de quelque chose dont on est fier et dont a besoin notre pays, c'est la transformation du réseau des chambres de commerce et d'industrie, puisque nous avons eu une véritable transformation que je vais vous résumer très rapidement. Et j'adresserai bien sûr les différentes questions. Sur l'histoire, il y a une très belle phrase qui dit la chose suivante. Henri IV les a rêvés, Louis XIV les a créés, la Révolution les a décapités, Napoléon Bonaparte les a ressuscités, et la Troisième République les a consacrés. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Henri IV les a rêvés à imaginer les bureaux de commerce. Il a créé le premier bureau de commerce qui était à Marseille. Ensuite, Louis XIV lui-même a créé des chambres de commerce dans chaque grande ville. La Révolution est passée par là. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de présidents de chambres qui ont été décapités, mais ceci dit, ça a un peu abaissé les ambitions des chambres de commerce. Et Napoléon Bonaparte les a recréées, mais un peu différemment, avec un contrôle direct sur les chambres de commerce, puisque les présidents des chambres de commerce n'étaient pas des entrepreneurs ou des commerçants, mais étaient des préfets. D'accord? Donc c'était vraiment pour contrôler ce que faisaient dans les commerçants. Et Henri Boucher, donc Troisième République, les a consacrés en les rendant indépendantes des assemblées des établissements publics de l'État, donc gouvernés par des entrepreneurs, bien sûr sous la tutelle de l'État. Voilà, ça c'était pour l'histoire. Sur les missions, 3 grandes missions sur lesquelles je reviendrai. Une mission d'accompagnement des entreprises et des porteurs de projets tout au long du cycle de vie, de la création jusqu'à la transmission en passant par le développement. Une deuxième mission, vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est une mission de formation. Et une troisième mission, et là je sais que je parle à des élus des territoires, c'est la gestion d'infrastructures régionales. Alors vous savez qu'on a eu de grandes infrastructures. On a géré de grands aéroports, je regarde Alain Châtillon, puisque j'ai été président pendant quelques mois de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui était un grand aéroport. Et aujourd'hui, vous connaissez la loi, et donc nous gérons des infrastructures régionales. Mais écoutez, on s'en est fait une spécialité. Parce qu'au fond, quelle est la priorité d'une chambre de commerce et d'industrie? C'est de couvrir des investissements qu'elle doit faire sur ces infrastructures, mais surtout faire en sorte que le territoire soit irrigué. Parce que la fin des infrastructures d'un territoire peut amener bien sûr à la fin d'un territoire. Et nous, notre priorité, c'est que les territoires continuent à se développer. Une fois que je vous ai parlé de ces missions, les empreintes. Une couverture globale de tout le territoire, que ce soit dans l'Hexagone ou en Outre-mer, 121 chambres de commerce et d'industrie, avec une tête de réseau que j'ai l'honneur de présider, des chambres régionales et des chambres territoriales. Ce modèle est important. Et je ne vais pas vous l'expliquer à vous. J'ai tenu à ce qu'on ait un modèle territorial. Et j'ai toujours dit, le jour où on perd la connexion avec le terrain, les chambres de commerce ne serviront plus à rien. Et donc, dans mon mandat et dans la négociation que j'ai eue avec l'État
sur la partie de l'empreinte territoriale, j'ai tenu à avoir des chambres territoriales de plein exercice. C'est celle que vous rencontrez sur vos territoires. 121 chambres de commerce, 9000 chefs d'entreprise bénévoles et 14 000 collaboratrices et collaborateurs. Sur la transformation. Alors, vous imaginez, quand je vous parle d'Henri IV aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, je voudrais m'arrêter sur les 10 dernières années, celles que je connais le mieux. Donc, sur les 10 dernières années, on a eu 2 transformations importantes. Une transformation par les coûts, les économies. Et là, si vous voulez, on n'a pas été épargné, puisque nous sommes passés en 2013 à 1,350 milliard d'euros de taxes pour frais de chambre, ce qu'on appelle la TCCI, dont on va reparler dans le PLF, à 525 millions d'euros. Ça a été une purge terrible, puisque nous sommes passés de 25 000 collaboratrices et collaborateurs à 14 000. Et donc, si vous voulez, moi, je suis arrivé dans cette période-là. J'ai été élu en 2010 à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Et donc, on a subi pendant de nombreuses années. Alors, est-ce que 1,350 milliard, c'était assez, beaucoup, etc. Sans doute, c'était un peu trop. Pour être tout à fait honnête avec vous, mesdames et messieurs, 525 millions d'euros, c'est juste. Voilà, pour être très clair sur le sujet. Entre-temps, il y a eu quelques périodes inflationnistes, puisque vous savez qu'on n'a pas d'indexation, bien sûr, de nos revenus. Et donc, si vous voulez, à compter de la précédente mandature, je me suis dit, avec Pierre Goguet, j'en étais le vice-président, je me suis dit, mais où on va comme ça? Comment peut-on garder une dynamique auprès de nos collaboratrices et collaborateurs si on n'a pas d'ambition? Et c'est là qu'on a lancé la deuxième phase de transformation. C'est une transformation par l'ambition et la performance. Et donc, on fait partie, je crois qu'on est celui en tout cas qui reporte le mieux en termes d'établissement public, de ceux qui ont des indicateurs de performance qui sont périodiquement publiés, et la performance est analysée à la lumière d'un établissement externe qui s'appelle OpinionWay, qui dit ce que font les chambres de commerce en termes de qualité et de création de valeur. Et si vous voulez, ça a amené une nouvelle dynamique. Ça a donné une fierté, et ça a donné aussi le fait que jusqu'à l'an dernier, on a pu négocier une trajectoire sans baisse de la taxe pour frais de chambre, parce qu'on a rendu compte. Tout ça, ça nous a mené au réseau qu'on a aujourd'hui, que je vais vous citer en quelques mots. Si je veux citer le réseau des chambres de commerce, je ne suis pas un amoureux du réseau des chambres de commerce. Hein. J'ai beaucoup de passion, mais ça ne va pas jusqu'à l'amour, d'accord ? C'est un réseau dimensionnant, performant, impactant, économe et relutif. Et permettez-moi de qualifier ces éléments-là. Sur le dimensionnement, nous avons un grand pays dont il faut être fier. Nous avons 4,7 millions d'entreprises avec beaucoup de micro-entreprises. Donc, on a beaucoup de clients à servir. On ne peut pas être discret là-dessus. Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir une organisation industrielle qui permet de faire le métier qui est le nôtre. Donc, sur l'appui aux entreprises, en 2023, l'an dernier, ce sont les derniers chiffres publiés, donc nous avons accompagné entre porteurs de projets et entreprises 1 139 000 entreprises et porteurs de projets. Sur la deuxième activité que nous avons formé 515 000 personnes, dont 140 000 apprentis. Nous sommes effectivement, Madame la Présidente, les premiers formateurs après l'éducation nationale. Et sur ces belles infrastructures régionales, nous en gérons 575. Et ce que je vois, parce que vous savez que je suis toutes les semaines sur les territoires chez vous, c'est qu'on est plutôt plébiscité par rapport à notre gestion et on nous demande d'en faire plus. Ça, c'est le côté dimension. Sur la performance, depuis 4 ans, donc j'avais initialisé ça avec Pierre Goguet, on a lancé une enquête annuelle OpinionWay qui vient mesurer la qualité de service. Et donc, on publie chaque année la qualité de service, et sur 2023, le taux de satisfaction moyen était de 8,3 sur 10, et le taux de recommandation, c'est-à-dire on recommande nos services, de 8,3 sur 10 aussi. Ça, c'est pour les entreprises. Mais nous sommes des élus des territoires aussi. Et donc, nous avons étendu cette étude aux collectivités, et les collectivités nous disent la chose suivante: satisfaction moyenne 8,4 sur 10, et le taux de recommandation moyen est de 8,5 sur 10. Nous sommes donc face à un réseau qui fait beaucoup de choses, qui les fait plutôt bien, mais au fond, dans cette belle instance, est-ce qu'on crée de la valeur? Et ça a été la transformation que j'ai pu amener en tant qu'entrepreneur, c'est est-ce qu'on est utile? Et donc, j'ai étendu l'étude OpinionWay à la création de valeur.
Et donc, on s'est posé la question sur les entreprises que nous avons accompagnées, qu'est-ce que ça a donné? Sur 3 éléments qui me paraissent importants, 3 agrégats importants. La création de valeur ou l'augmentation de chiffre d'affaires, pour le faire simple, la création d'emplois et l'investissement. Sur ces 3 éléments, je vous donne l'étude de 2023, sur les entreprises que nous avons accompagnées, c'est-à-dire sur des périodes d'accompagnement et de suivi des entreprises qui sont entre 3 jours et plus d'1 semaine. 64% ont lancé une action de transformation qui a donné plus de chiffre d'affaires, plus d'emplois ou plus d'investissements. 23% des entreprises ont investi en moyenne 67 000 euros. 14% des entreprises en moyenne ont embauché, et lorsqu'elles ont embauché 3 collaboratrices ou collaborateurs. Et 29% ont fait une croissance de chiffre d'affaires aux alentours de 7,5%, sensiblement au-dessus de la croissance moyenne des entreprises. Un réseau que je taxe d'économe, parce qu'avec ces 525 millions d'euros que nous recevons de l'État via les entreprises, parce que je rappelle que c'est comme ça que ça se passe, donc notre coût journalier est de 320 euros par jour et par personne. Et enfin, un réseau évolutif, c'est quand je prends ne serait-ce que 2 agrégats. Donc la création d'emplois et d'autre part l'investissement dont je vous ai parlé, pour 525 millions d'euros que nous recevons chaque année, nous créons à minima 2,8 milliards d'euros de valeur. Donc, un effet de levier de 1 à plus de 5. Ça, c'était pour la présentation du réseau. Une fois que je vous ai parlé du réseau, j'aimerais vous parler des entreprises. Vous savez, je suis un entrepreneur du monde. J'ai dirigé une entreprise dans 22 pays dans le monde. J'étais coté en bourse. J'étais le plus jeune président de société cotée à l'époque. Alain Châtillon a bien suivi ça, puisque c'était original en Haute-Garonne, puisque je ne faisais pas d'aéronautique, je faisais des logiciels. Et donc j'avais 35 ans lorsque notre société a été admise à la cote française. On ne sait plus aujourd'hui raisonner en moyenne, mesdames et messieurs. La moyenne n'existe plus. Ou si elle existe, elle ne permet pas de travailler au plus près des territoires et de trouver les bons outils et les bons remèdes aux maux de notre économie et de nos entreprises. Ça nous oblige à faire une segmentation fine. Ça nous oblige à revenir sur les territoires. Et donc c'est presque du reverse engineering qu'on doit faire. On part des territoires, comprendre les besoins dans leur diversité, pour ensuite essayer de trouver les meilleurs dispositifs pour accompagner les dites entreprises et les dits territoires. Quand je vous dis ça, mesdames et messieurs, c'est facile à dire, mais beaucoup plus compliqué à faire. D'où l'importance de garder des réseaux à impact territoriaux et à empreinte territoriale. Alors, quand on regarde les entreprises, je vais vous faire rapidement, puisque j'ai peu de temps, ce qui se passe au niveau des entreprises, et je vais travailler sur 2 segmentations, si vous êtes d'accord. Une segmentation par taille et une segmentation par activité. Si vous regardez le nombre d'entreprises que nous avons, sur les 4,7 millions d'entreprises, vous avez 3,5 millions d'entreprises qui n'ont pas de collaboratrices et collaborateurs. On appelle ça la micro-entreprise. Vous en avez 1,2 million qui sont des entreprises donc de 1 à 9 collaborateurs. Vous en avez 200 000 entre 10 et 49. Vous en avez 20 000 entre 50 et 249, et vous en avez 7 000 au-dessus. Moi, j'ai passé tous les stades avec mon entreprise, de la TPE jusqu'au grand groupe industriel. Évidemment, quand on est dans 22 pays dans le monde, et qu'on est plusieurs milliers, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est dépendant d'un territoire, et donc complètement, si vous voulez, immergé dans une économie d'un pays. Moi, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de tout sauf les 7 000. Qui sont importantes, d'accord? Mais tout sauf les 7 000, ça fait à peu près 50% de l'emploi et 25% de la valeur ajoutée. Et ces entreprises-là ont 3 problèmes. J'allais dire 3 maladies, mais je vais dire 3 problèmes. Le premier problème, c'est l'endettement. On pourrait appeler ça, en termes bancaires, un problème de liquidité. Le deuxième problème, de trésorerie. Le deuxième problème est un problème de marge, et le troisième problème est un problème de croissance. Vous savez, si vous regardez une entreprise ou quelque institution que ce soit, si vous cumulez les 3, ça fait mal. Et c'est ce qui se passe. Permettez-moi de relativiser ce que je viens de vous dire.
et de l'objectiver. Sur le problème de liquidité ou d'endettement, nos entreprises rapportées au PIB sont les entreprises les plus endettées d'Europe. Je vous donne un exemple, et je vous donne des chiffres plutôt. En moyenne, au niveau européen, on est endetté à 108% du PIB. L'Allemagne était à 99, l'Italie à 96, l'Espagne à 99 et la France à 139. Voilà. Alors, ça fait un écart significatif. Bien sûr, derrière tout ça, il y a eu la période Covid et on a sauvé des entreprises. Mais aujourd'hui, l'entrepreneur doit faire face à cette dette. Le deuxième élément que je vais objectiver, c'est les marges. Quand vous êtes une PME, vous avez énormément de mal à avoir le pouvoir de fixer vos prix. Pourquoi ? Parce que vous êtes généralement pris dans un environnement de donneur d'ordre sous-traitant. Et donc, si vous n'avez pas d'inflation, ce n'est pas très grave. Mais si vous avez une forte inflation, comme nous l'avons connu, et que vous avez un grand décalage entre l'augmentation de vos coûts et votre capacité à faire le prix, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous rognez sur vos marges. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai vu des études fausses qui disent que les entreprises françaises ont augmenté leurs marges. Enlevons les grands groupes, enlevons les grandes entreprises internationales, restons sur le monde de la TPE et la PME, celles dont je vous parle aujourd'hui, celles qui sont sur vos territoires. Et donc aujourd'hui, elles ont baissé leurs marges. Et quand nos marges baissent, on essaie de se refaire sur le volume. Mais il n'y a pas de volume. Il n'y a pas assez de croissance. Et je le dis, gros problème de notre pays, je vais enlever la dette si vous le voulez bien, c'est la croissance. On doit euphoriser la croissance dans ce pays. C'est la croissance qui donne la dynamique économique. Et ça, il faut vraiment, vraiment l'avoir en tête. Alors une fois que je vous ai dit ça, quel est l'impact de ce que je viens de vous dire ? 64 000 défaillances au mois de septembre, c'est les défaillances. On franchira les 70 000. Deuxièmement, ralentissement, les deux pieds sur le frein. Vous le voyez sur l'évolution du chômage, vous voyez sur la baisse des investissements et vous voyez sur la baisse des coûts. Voilà la situation. Je ne vais pas passer à côté d'une autre analyse de l'économie, des entreprises, notre segmentation, qui est par type d'activité. J'étais par taille. Par type, vous avez des secteurs qui souffrent terriblement, dont un secteur sur lequel je voudrais attirer votre attention, qui m'inquiète plus particulièrement et qui est nouveau. Les secteurs que vous connaissez, c'est la galaxie, je dirais, de la construction. L'immobilier, la construction, etc. Vous avez vu les baisses de mise en chantier, vous avez vu la baisse des transactions et vous imaginez ce que ça veut dire pour ce métier-là. Ensuite, vous avez le commerce, qui est percuté depuis des années par des crises, les gilets jaunes, donc les grèves, etc., les crises successives, l'inflation, l'augmentation des prix, et tout le commerce est touché. Vous avez entendu ce matin sur Auchan. Alors sans doute, ils sont trop grands, les magasins. Sans doute, les prix sont un peu élevés, mais ce n'est pas un bon indicateur. Il faut le prendre en considération. Vous avez l'hôtellerie-restauration, bien sûr, et le dernier sujet sur lequel il faut avoir une grande attention, c'est le secteur de l'automobile. Le secteur de l'automobile m'inquiète beaucoup. J'ai eu l'occasion de dîner avec des grands patrons de grands équipementiers. Ils m'ont dit la chose suivante. Si on continue sur le rythme qui est le nôtre du véhicule électrique, nous allons baisser leur activité de 30%. Et là, ça va coucher complètement ces entreprises et leurs sous-traitances. Et ça, c'est un point d'attention particulier. Quand je vous parle de ces secteurs, c'est 50% de l'économie au global. Quel est l'impact sur les chambres de commerce ? J'ai jamais eu autant d'entreprises qui viennent nous voir et qui nous demandent de l'aide. On est dans une situation, si vous voulez, malgré la digitalisation, malgré tous les efforts qu'on a faits, moi je suis un homme malheureux devant vous parce que je n'arrive pas à fournir. On n'arrive pas à fournir. On a une demande, bien sûr, de service, mais on a aussi une demande de contact. Parce que quand c'est difficile, on veut voir, on veut de l'humain, et c'est ce qu'on nous demande. Alors, face à ça, si vous voulez, nos propositions, et la première, je vais vous parler du PLF, si vous le voulez bien. J'ai eu l'occasion de rencontrer, bien sûr, différents membres du gouvernement, je vous ai rencontrés, et les propositions qu'on a faites sont les suivantes. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Et je ne pense pas être un homme de mauvais présage en vous disant que ça va se compliquer. D'accord ? Et face à la situation,
4 propositions. Maintenir notre capacité d'action. Je vais revenir sur le PLF. Poursuivre la dynamique de performance. Parce que moi, je suis convaincu que même dans un établissement public, et peut-être surtout dans un établissement public, la performance, c'est l'élément qu'on doit mettre en numéro 1. La performance vis-à-vis de nos clients. Agir sur le premier kilomètre des politiques publiques. Vous pouvez avoir le meilleur réseau de distribution au monde. Si le dispositif n'est pas bon, ça ne marchera pas. Et donc, il est important aujourd'hui de faire en sorte qu'on ait des dispositifs qui correspondent aux besoins des territoires. C'était un de mes premiers points quand je vous parlais de la territorialité. Et le dernier point, il faut simplifier. Il faut simplifier. Ben, vous le savez, dans vos rapports, je les ai lus, vous savez qu'il y a 2000 aides aux entreprises. Sur l'environnement, il y en a à peu près 500. C'est pas évident. Mettez-vous à la place d'une entreprise qui veut investir dans notre pays, qui a un délai d'implantation à 18 mois, alors qu'en Allemagne, si j'ai bien compris, c'est 6 mois. On ne nous fait pas de cadeaux, hein. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un effort particulier. Et sur la simplification, je sais que vous avez travaillé là-dessus, mesdames et messieurs. Moi, le test PME est important. Il est important sur les lois européennes, il est important sur les lois françaises. Et donc, sachez que les chambres de commerce et d'industrie, on a 9000 entrepreneurs et on a des collaboratrices et collaborateurs. On est en prise directe avec les entreprises. Je pense qu'on est plutôt bien placé pour aider sur ces dispositifs. Alors, je viens sur le PLF. On parle beaucoup de responsabilité. Moi, je vais citer 3 fois le mot responsable, si vous en êtes d'accord. La première responsabilité, mesdames et messieurs, c'est de se battre contre la baisse de taxes pour frais de chambre. Se battre pourquoi? Pour 3 raisons. Puisque dans le projet de PLF, il y a une baisse de 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, c'est 600 emplois supprimés. C'est pas compliqué. Puisque d'ores et déjà, avec la trajectoire que nous avons, pour lutter contre l'inflation, on n'aura pas capacité à rembaucher sur les 4 prochaines années les 500 personnes qui vont partir. Alors bien sûr, on va digitaliser, on va mettre de l'intelligence artificielle, on va faire tout ce qu'il faut, mais s'il y a 50 millions en plus, d'accord, 40 millions en plus, c'est 600 personnes en moins, et donc ça veut dire l'incapacité de faire nos missions. L'incapacité de faire nos missions. Alors pourquoi est-ce qu'on lutte contre ça? Et on lutte avec vous. Premièrement, parce que c'est injuste. Alors, je ne sais pas la place que ça a, l'injustice. Mais pour moi, c'est important de pouvoir regarder nos collaboratrices et collaborateurs et nos entreprises. Ce sont des gens qui sont transformés, qui sont passés de 25 000 à 14 000 personnes, qui ne rechignent pas devant la tâche, qui ont été exemplaires pendant la période Covid, qui le sont encore aujourd'hui, et qui sont prêts à remettre des phases astreintes pour répondre aux besoins des entreprises qui seront encore plus en difficulté. Injuste par rapport à la transformation. Je lisais les rapports de l'Inspection générale des finances qui disaient que moins de 22% des établissements publics comme les nôtres ont des COP et des COM. Il y en a combien qui ont autant d'indicateurs que nous qui permettent, si vous voulez, d'avoir des éléments comme ça? Très peu. Donc injuste par rapport aux efforts, à la trajectoire, au travail effectué. Et après, si vous voulez, c'est anti-économique. Ça, c'est le deuxième point. Pourquoi anti-économique? Parce que quand on vous présente un établissement public avec un effet de levier de 1 à 5, chaque fois que vous enlevez 1, vous enlevez 5 de création de valeur pour les territoires. Et le dernier point, qui est peut-être le plus important, c'est un contresens. Et je reviens par rapport à la conclusion aux besoins des entreprises. On a besoin de nous. Dans les préfectures, vous le savez, il n'y a plus de service économique. Vous savez que les collectivités aujourd'hui, vous les connaissez par cœur, ont des problèmes de budget aussi. Ben, on va être les derniers fantassins là-dessus. Les fantassins sont des femmes et des hommes de terrain. Et donc moi, si vous voulez, je ne peux pas me résoudre à dire non aux entreprises. Ça, c'était le premier responsable. Le deuxième responsable, bien sûr, c'est le respect des engagements. Je ne demande pas de raser gratis. On veut honorer l'engagement qu'on a pris avec vous, des moins 100 millions d'euros renvoyés à l'État sur 4 ans. 40 millions renvoyés d'ici la fin de l'année. Nous avons préparé les premiers envois, c'est déjà fait. 20 millions l'année prochaine, 20 millions l'année d'après et 20 millions l'année d'après pour faire 100 millions. Donc la personne qui est en face de vous est responsable parce qu'elle veut contribuer, malgré ce que je vous ai dit, en termes de difficultés économiques, au redressement de notre pays avec les moyens qui sont les nôtres.
C'était le deuxième responsable. Le troisième responsable, si vous voulez, c'est de dire, donc, si j'ai accepté d'être président de chambre de commerce, c'est que je travaille pour mon pays. Et cette lutte que je fais, c'est une lutte positive, avec le respect des institutions, le respect des personnes. J'ai toujours fait ça. On est dans une période difficile, et mon métier est de convaincre. Et je dirais que la capacité à convaincre se passe plutôt bien. J'ai été reçu par tous les ministres, y compris le Premier ministre, et j'ai eu une grande écoute. Point numéro 1. Point numéro 2, vous savez qu'à l'Assemblée nationale, à la Commission des finances, notre amendement de suppression des 40 millions de baisse de taxes aux frais de chambre pour revenir à la trajectoire initiale, c'est-à-dire au moins 100 millions d'euros, a été adopté à l'unanimité. J'ai bon espoir, si vous voulez, en plénière. Et donc, évidemment, sur le Sénat, je m'autorise à avoir un bon espoir aussi, à avoir votre soutien, parce que je sais que vous êtes très sensible, non pas à ce que je vous dis, mais à ce que nous faisons. Alors, j'en arrive aux propositions, si vous êtes d'accord, et comme ça, on va balayer les différents éléments, et après, je parlerai de BPI, etc. Je voudrais vous parler de quelques propositions que j'ai proposées au précédent gouvernement. Je ne vais pas tout vous dire, c'est écrit, mais il y a quelques-unes qui me paraissent importantes. Nous sommes dans un pays où nous vivons un paradoxe, avec un taux de chômage important et des entreprises qui n'arrivent pas à embaucher. Et donc, j'ai fait une proposition sur une expérimentation sur 3 départements. Un département rural, un département métropolitain et un département, je dirais, ultramarin, qui consiste sur un bassin d'emploi, à regarder les métiers sous tension, les entreprises qui embauchent, à se tourner vers deux réservoirs d'embauche positifs, les allocataires du RSA et d'autre part, les jeunes qui sortent de lycée pro qui sont au chômage, qui ont une formation qui ressemble aux besoins des entreprises. Et donc, sur cette base-là, créer une cohorte. Faire une formation que je dirais en anglais de soft skills, c'est je me lève, j'arrive à un rendez-vous, je réponds. Parce que l'éloignement de l'emploi, c'est ça aussi. Et puis une formation métier et d'appliquer ce qui marche en apprentissage avec des tuteurs et de la médiation. Premier point. Deuxièmement, c'est ce que j'appelle le plus 1. Nous avons 3 500 000 micro-entreprises. Et quand on regarde bien les choses, il y en a 500 000 qui sont au seuil. Vous savez qu'il y a différents seuils en fonction de l'activité. Le seuil d'embaucher. Et je me dis qu'en accompagnant ces entreprises sur des éléments économiques, sur de la perspective, parce que bien souvent, elles n'arrivent pas à se projeter, donc c'est un manque de confiance, arriver à faire embaucher une personne qui est là pour transformer la micro-entreprise en entreprise et à pérenniser l'entreprise et l'activité. Enjeu 500 000 emplois. L'autre proposition que nous avons faite, c'est sur la transmission reprise. Vous êtes très sensible à ça. Serge Babary avait fait un rapport mettant les chambres de commerce en première ligne sur le sujet. On a un mur en face de nous qui pourrait devenir une catastrophe économique. Je la fais simple. 50 000 entreprises reprises chaque année. Le besoin, c'est 150 000. On a un stock devant nous de 700 000. Si on n'a pas de solution pour la reprise des entreprises, vos territoires, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, vont devenir des no man's land. Est-ce que ça demande beaucoup d'argent ? Non. Non. Parce que c'est un petit levier souvent. Ça demande des ressources humaines. Parce que dans la transmission d'entreprise, ce n'est pas Internet. Surtout les petites entreprises. C'est la confiance. C'est le tiers de confiance. Banco, les CCI peuvent faire ça. Et puis, il faut un petit effet de levier. La capacité à avoir des prêts d'honneur. Mais ça existe. Pour faire en sorte qu'on arrive à faire reprendre les entreprises, il faut peut-être un peu d'apprentissage aussi. Parce que faire entrer des entreprises qui peuvent reprendre. Et là, il y a un vrai grand sujet. Et moi, je vous invite, et j'invite le gouvernement, à s'y intéresser. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas pour les 6 prochains mois. Mais le mur, c'est dans les prochaines années, c'est sûr. Ensuite, je voulais vous parler, peut-être, si vous êtes d'accord, de la décarbonation et du Made in France.
il faut bien être d'accord sur un sujet. La meilleure façon de décarboner l'économie, c'est de produire chez nous. Le prendre comme on veut. La meilleure façon de décarboner l'économie, c'est d'être très pragmatique. C'est des économies d'énergie. C'est des économies de process. Et c'est s'assurer que le produit fini aura un carbon score, ça n'existe pas mais ça va arriver, A ou B. Et la projection que j'ai là-dessus, c'est que dans quelques années, comme sur les produits alimentaires, il y aura A, B, C ou D, ou même l'isolation. Et on ne mangera que du A et du B. Et on consommera que du A et du B en termes de produits. Et donc, il faut être très pragmatique là-dessus. C'est pour ça que nous avons lancé des initiatives. D'ailleurs, ça fait partie de nos plans 2025 validés avec notre tutelle sur la décarbonation pragmatique des entreprises. Et le dernier point, peut-être, pour ne pas être trop long sur le sujet, je vais seulement vous parler des technologies. Alors évidemment, il m'est arrivé une aventure extraordinaire, c'est qu'en 1988, j'ai commencé une thèse d'intelligence artificielle. J'étais amateur, moi. Et après, j'ai créé mon entreprise, donc je ne suis pas allé jusqu'au bout. Vous savez qu'à cette époque-là, on était le numéro 1 mondial de l'IA. On avait des laboratoires magnifiques à Grenoble et à Marseille. On créait les moteurs d'intelligence artificielle. Et puis en quelques années, on a perdu tout ça et aujourd'hui, on investit 1 milliard ou 2 milliards alors que les autres font 20 milliards par an. Je suis convaincu, mesdames et messieurs, que l'intelligence artificielle positive, parce qu'il y a une intelligence artificielle positive, assurément, c'est la 4e révolution industrielle. On a eu 3 révolutions industrielles, 2 sur les énergies, les autres sur les technologies. L'IA, on ne peut pas passer à côté. Et nous lançons sur 2025 un plan sur l'intelligence artificielle pour les petits. Pour un restaurateur, faire en sorte que, parce qu'on fait un peu de prédiction, on arrive à limiter les déchets. Pour un commerçant, faire en sorte que l'approvisionnement soit bon, qu'on commande pas des bottes en plein été, bien sûr, je plaisante là-dessus, mais on parle de ça. C'est quelques petits pourcents de marge. Et au fond, quelle est la différence entre un pays qui gagne et un pays qui perd ? Un fait 1% de croissance du PIB et l'autre fait 3% de croissance du PIB. Et donc je pense que sur les technologies d'intelligence artificielle bien maîtrisées, simplifiées, avec des éditeurs ou des fournisseurs de technologies qui sont éprouvés, on peut faire un pas à nos entreprises telles qu'elles soient. Et c'est de l'intelligence artificielle positive. Voilà ce que je voulais vous dire sur la présentation et j'ai répondu à vos éléments. Je vais maintenant répondre à Business France BPI. Puisque vous m'avez posé cette question, si je ne me trompe pas, j'avais noté. Alors, Business France et BPI sur un domaine qui s'appelle la Team France Export. Alors, je faisais la moitié de mon chiffre d'affaires à l'international. Vous imaginez que j'ai côtoyé ce monde-là en tant que client. Ce que je peux vous dire, c'est que la création de la Team France Export a été un élément excessivement positif et une bonne décision pour l'international et pour notre pays. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Avant, il y avait une multitude de guichets. Alors c'est bien, c'est pas bien, mais pour l'entrepreneur pressé que j'étais, comme on est tous, si vous voulez, pris par le temps et pris par ses priorités, s'il n'y a qu'une seule maison, c'est plus facile. Et aujourd'hui, sur la TFE, il y a une seule enseigne avec des partenaires qui travaillent à l'intérieur. Mais il y a une seule enseigne. Avec des entreprises qui sont bien identifiées, cartographiées. D'accord ? Suivies, connues de tous. Donc, la TFE, la vertu, ça a été quoi ? De dire, on fait un point d'entrée. Avec des interlocuteurs différents qui communiquent. Et donc, nous avons, bien sûr, Business France, nous avons les chambres de commerce et d'industrie, nous avons BPI, les régions de France, et puis on agglomère aussi d'autres partenaires comme les conseils du commerce extérieur de la France. Comment est-ce qu'on peut juger si ça marche ou ça ne marche pas ? Il y a un indicateur, qui est le nombre d'entreprises accompagnées. Et vous savez que nous sommes passés de 100 et quelques 120 000, un peu moins de 130 000 à 150 000. Est-ce qu'on est arrivé ? Bien sûr que non. Vous connaissez les Allemands, vous connaissez les Italiens, et vous connaissez la balance du commerce extérieur de la France. Simplement, je voudrais simplement attirer votre attention sur un point. On n'est pas des magiciens, ni vous, ni nous.
Si vous voulez faire des exportations, et 80% des exportations, c'est des biens, il faut produire des produits en France compétitifs qu'on exporte. Donc, le redressement de la balance du commerce extérieur dépend bien sûr des dispositifs, mais dépend de la capacité à réindustrialiser notre pays. Parce que si vous ne créez pas de produits, on ne va pas les exporter. D'accord ? Donc, en l'état des choses aujourd'hui, donc, nous avons, si vous voulez, un système Team France Export qui joue son rôle. Est-ce qu'il est parfait ? Non. D'ailleurs, chaque année, et c'était avec Laurent Saint-Martin, je le faisais jusqu'à peu de temps, on regarde périodiquement, on se voit tous les trimestres, et chaque année, on fait un point, on se dit, voilà, quels sont les points où on a été bon, et quels sont les points où on a été moins bon ou mauvais. Et chaque année, on a des éléments d'amélioration pour être meilleur sur le sujet. Quel est le rôle de CCI et des CCI sur la Team France Export ? Moi, j'aime bien un rôle très précis, c'est le rôle de terrain, sur le terrain national. On prépare les entreprises, et après, on les amène à être projetés, ça veut dire être accompagnés à l'international. Et le relais est pris à l'international par les bureaux de Business France. Et sur ces opérations de préparation et dites de projection, on fait 80% de l'activité avec nos collaboratrices et collaborateurs, et nous avons 130 agents spécialistes qui travaillent là-dessus. Mais pour amener 3 à 4 000 personnes à se préparer entreprise par an, il faut un vivier. Et donc nous organisons 1000 opérations par an, où nous voyons 30 000 entreprises, et sur ces 30 000, il y en a à peu près 3 à 4 000 qu'on accompagne chaque année, en préparation et en projection. Donc, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est beaucoup mieux qu'avant. C'est améliorable, mais n'oubliez pas la chose suivante, que la substantifique moelle, c'est produire en France. Voilà. Ça, c'est pour le rôle. Le rôle BPI, vous l'avez compris, Business France, BPI, Business France plutôt à l'accompagnement à l'étranger. BPI, essentiel. Quand on va à l'international, on a besoin de se couvrir. On a besoin de financement. Et BPI fait ce job-là, dans le cadre de la Team France Export. Et donc, la Team France Export, c'est essentiellement un sujet territorial. Nous, que c'était à l'époque Laurent Saint-Martin, c'est-à-dire la structure nationale, ou moi, on est en pilotage. L'idée, c'est de donner les moyens aux territoires, et tout se passe sur les territoires. Et vous savez que la vision que nous avons de notre côté, c'est de travailler en région. Ça veut dire que globalement, les équipes internationales des chambres de commerce et de Business France sont dépendantes des chambres de région, même si elles sont bien sûr dans des départements. Vous m'avez posé la question après, sur un autre sujet, de BPI. BPI, globalement, ça finance 20 milliards par an notre économie, dont 10 milliards sur l'industrie, si je ne me trompe pas. Le rôle de financement de la BPI est fondamental. Voilà. On a besoin de financer nos entreprises, on a besoin de financement au plus près des territoires. Et quel est le rôle des chambres de commerce et d'industrie là-dessus ? C'est que, bien sûr, en compte des entreprises, nous n'avons pas de capacité à financer. Par contre, nous avons capacité à monter les dossiers. D'accord ? Et donc, nous faisons les business plans avec les entrepreneurs. Et puis, lorsqu'on en arrive au financement, bien sûr, on oriente vers la BPI et bien sûr les banquiers locaux que nous avons. Et vers les aides nationales qui peuvent exister. Je me pose 2 minutes sur le financement et sur l'industrie, la réindustrialisation. Je vous donne simplement un chiffre. La grande peur qu'on a eue avec France 2030, c'est qu'il n'y ait pas de PME et de TPE qui puissent candidater et être élus au financement de France 2030. En 18 mois, nous avons mené 800 PME. Pourquoi est-ce qu'on a pu amener 800 PME alors qu'il n'y en avait pas avant ? C'est parce qu'on a simplifié les dossiers. Vous voyez, je parle de simplification. Si un dossier fait 50 pages, aucune PME va répondre. Et donc les chambres de commerce sont là, et ça s'est fait de façon très dynamique avec Bruno Bonnel là-dessus. On a simplifié les procédures et on a mené 800 entreprises à candidater à France 2030. 60% sont éligibles aux aides nationales, 20% aux aides régionales, et le reste était ce qui reste hors périmètre. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai parlé du PLF, j'ai parlé des budgets, j'ai parlé des chambres de commerce. Est-ce qu'il me manque quelque chose ? La présidente pose une question sur les JO. Alors les JO. Oui. Alors les JO, on a fait une enquête sur le Made in France que je publierai
que je publierai demain. Inévitablement, les JO étaient positifs. Vis-à-vis de l'image de marque de la France. Or, je passe évidemment sur le... Moi, je ne suis pas un homme de caricature, hein, donc j'ai assisté à la cérémonie, je n'ai pas vu de choses particulières, mais ça a été le rayonnement de la France, quoi, je veux dire. Alors, concrètement, si vous voulez, c'était la première fois que les Jeux Olympiques se tenaient dans un espace non confiné, comme nous l'avons vu, et donc ça a été vraiment, je dirais, la France qui a été mise en exergue sur deux choses, sur son patrimoine, sur sa qualité d'organisation et sur sa sécurité. Et ça, si vous voulez, après avoir rencontré en amont des Jeux Olympiques le ministre de l'Intérieur, je me suis dit, ouf, c'est pas gagné, quoi. Hein. Point numéro 1. Point numéro 2, ça a amené de l'économie. Vous avez vu les chiffres. Vous avez vu les chiffres de la croissance. C'est un effet JO. Alors, est-ce que tout le monde en a profité? Non. Non. Mais il y a beaucoup d'établissements, beaucoup d'entreprises qui en ont profité. Voilà. Donc, moi, je trouve que les JO, ça s'est bien passé. Ça a été positif pour l'image de marque du Made in France et des produits français. C'est ce que me dit l'étude que je publierai demain. D'accord? Et deuxièmement, du point de vue économique, ça a permis de faire un petit peu de croissance. Et, mesdames et messieurs, on en a bien besoin parce que vous savez que la prévision d'atterrissage, elle est quand même pas terrible. Et sans les Jeux Olympiques, on n'en serait pas là. Et puis, il y a l'héritage. L'héritage pour nos jeunes. Donc, écoutez, quand on voit le désarroi de certains de nos jeunes, faire en sorte qu'on ait des stades, qu'on ait des lieux pour qu'ils puissent s'entraîner, etc., et les accompagner, je trouve que c'est plutôt une belle chose. Voilà. Utilisons ces infrastructures. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas si j'étais assez précis. Si ce n'est pas le cas, posez toutes les questions que vous voulez. J'essaierai d'y répondre au mieux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Non seulement vous avez été très précis, mais aussi extrêmement complet dans votre intervention, qui a pratiquement duré un peu moins d'une petite heure, mais en tout cas, on en a été ravis. On a compris que vous étiez un passionné, non pas un amoureux de CCI France, mais un passionné, et on l'a bien perçu à travers votre présentation et l'ensemble des actions et des projets que vous développez. Alors, pour autant, vous avez été très complet, mais il y a un certain nombre de questions de la part de nos collègues, et donc on va essayer de les prendre 3 par 3. Moi, pour ma part, je serai obligée de vous quitter à 10h55 parce que j'ai une réunion avec le président du Sénat et c'est le vice-président Alain Chatillon qui viendra occuper ma place si la réunion n'est pas terminée. Donc, on commence avec Gilbert Favreau. Gilbert. Oui, Madame la Présidente. Monsieur le Président. Tu as mis ton micro, Gilbert? Mets ton micro. Je souhaitais vous parler du financement des CCI. Qu'on qualifie généralement de rural. Donc, je suis dans un petit département et je suis interrogé sur ce problème. Elles sont financées actuellement par différentes sources qui sont prévues par un article du Code de commerce. Et le 11 octobre dernier, vous avez pris un communiqué de presse alertant sur l'annonce par le gouvernement d'une nouvelle baisse des ressources publiques dévolues aux CCI, déjà fortement diminué de 66%, c'est ce que vous indiquiez, en l'espace de 10 ans. Les CCI en question jouent un rôle très important pour l'accompagnement de proximité des TPE et PME. C'est presque une redondance que de dire ça. Elles sont financées par une dotation des CCI régionales. Or, l'arrêté du 6 mai 2019 fixe une dotation minimum en fonction de la population desservie, mais cette dotation, TFC, taxe pour frais de chambre, non seulement n'a pas évolué, mais au contraire a considérablement été réduite. Et depuis, la dotation n'a pas cessé de baisser. La situation des CCI concernées n'est pas tenable. Qu'entendez-vous faire pour mettre un terme à cette situation ? Merci. Alors, attendez. Pardon, 3, si vous le voulez bien. J'étais tellement pressé de répondre. Alors, Daniel Fargeau. Daniel, mets ton micro, Daniel, s'il te plaît. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Alors, 3 petites questions. Face à la situation économique que vous avez parfaitement exposée, comment expliquer la contradiction entre une politique économique très pro-business ces dernières années et à la fois des tentatives régulières de bousculer la CCI ? Nous le savons, les CCI sont les partenaires des entreprises et des entrepreneurs. Pourtant,
la loi Pacte de 2019 avait initié un certain nombre de réformes. Vous alertez sur une baisse de ressources et pour autant, lors du PLF 2024, un accord avait été trouvé avec le gouvernement pour une trajectoire régulière de contribution, et vous l'avez bien dit, jusqu'en 2027 à hauteur de 100 millions d'euros. Comment comprenez-vous ces coups de griffe de plus en plus récurrents et que comptez-vous faire pour vous couvrir dans les années à venir? Enfin, dernière petite question. Quelles sont les actions de fait qui ont dû être arrêtées ces dernières années, faute de moyens suffisants? Merci à vous. Pour terminer cette première série de questions, Bernard Buis. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. J'aurais une question concernant l'apprentissage. Avec le plan Un jeune, une solution et les aides à l'apprentissage, nous avons connu des records ces dernières années avec quasiment 1 million d'apprentis dernièrement. Dans le contexte budgétaire actuel, des réflexions sur la pérennité et les modulations de ces aides ont émergé. Selon vous, comment doivent évoluer les aides à l'apprentissage? Vers quoi doit-on tendre? Et plus globalement, que doivent incarner les centres d'apprentissage à l'avenir? Et puis j'ai une autre interrogation. Le Made in France est-il encore vendeur? Voilà, Monsieur le Président, pour répondre à ces premières questions. Alors, je vais commencer par répondre donc aux chambres rurales, pour les chambres rurales. Alors, la personne qui était en face de vous, Monsieur le Sénateur, est celle, et on pourra vous le dire, à l'époque, j'étais présidente de la Chambre de commerce de la Haute-Garonne, qui a milité pour ces fameux seuils dont on a parlé. Voilà. Donc, j'ai voulu la péréquation. C'est moi qui ai voulu, j'ai fait partie. Et puis, la loi nous a aidés là-dessus, parce qu'il y a eu la loi ZRR sur laquelle on s'appuie pour fixer des seuils minimum de taxes pour frais de chambre au niveau des chambres de commerce et d'industrie. Pourquoi c'était important? Et j'aurai le sénateur de la Drôme. Des Deux-Sèvres. Donc, je regarde, il n'y a pas la Lozère là, parce que le grand chef de tout ça, c'était Thierry Julier, qui a mené donc campagne pour les ZRR. Parce que les chambres de commerce sont bien sûr très importantes sur les grandes métropoles. Mais il n'y a pas que nous dans les grandes métropoles, vous le savez. Par contre, dans les territoires, il n'y a que nous. Il n'y a que les chambres de commerce. C'est le dernier rempart de l'économie, en soutien aux entreprises. Et donc, je me suis toujours battu pour que, malgré la difficulté, si vous voulez, et le nombre de ressortissants, donc qui amènerait, s'il n'y avait pas cette péréquation, à avoir, si vous voulez, des ressources très basses, je me suis battu pour que ces chambres existent, résistent, parce que n'oubliez pas que notre pays est essentiellement un pays rural. D'où la nécessité, si vous voulez, de maintenir ces chambres de commerce par ce qu'on appelle la péréquation voulue et que j'ai voulu et que nous voulons. Il n'y a eu aucune baisse de ces seuils. Ça va pas baisser. Ça veut dire que depuis la publication donc, des tests de la loi ZRR, d'accord, et bien sûr de ces 4 niveaux en fonction de la taille des chambres de commerce, rien n'a baissé. Et je m'assure périodiquement, et de temps en temps, donc je regarde ce qui se passe au niveau des chambres de commerce et d'industrie, que bien sûr, chaque chambre a son dû. Qu'est-ce qui peut faire à un certain moment que ce seuil, en termes de flux économique pur, soit pas tenu? C'est simplement si la chambre de région fait des services pour le compte d'une CCI rurale et qu'elle retient la quote-part de ces services-là. Démontré par du quorum. Il n'y a pas de marge là-dessus. Hein, voilà. Donc, voilà. Mais généralement, et ça, c'est que quelques cas, je n'ai pas vu, mais je le regarde chaque année, et je le regarderai encore cette année, je n'ai pas vu de chambre de commerce qui touche moins, en dehors de quelques cas, que je viens de vous expliquer, que les seuils qui ont été donnés. Alors, est-ce que ces seuils suffisent? Sans doute que c'est comme les autres, ce n'est pas suffisant. Mais dans une situation où tout baisse, on maintient donc ces seuils à ce niveau-là. Voilà. De façon très claire. Je vous remercie. Concernant les coups de couteau, le pro-business, etc. Vous savez, moi, j'ai été habitué à balayer devant ma porte. Et je me souviens très bien des premières réunions que j'ai eues avec l'administration, voire quelques ministres, quand je suis allé en campagne. Parce que vous imaginez bien que je ne voulais pas prendre le poste de CCI France pour liquider les chambres de commerce. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas pris le poste de président de CCI France pour faire des plans de licenciement chaque année. J'ai pris cette mission parce que ça me passionne
et parce qu'il y a une véritable utilité, et encore plus dans la conjoncture économique que nous vivons. Et donc, je suis allé voir, je dis, quelles sont vos intentions? Et on s'est donné 2 ans, et le contrat a été respecté, en disant, montrez-nous que vous avez de l'impact. Et c'est là que je balaye devant nos portes, parce qu'il faut être, je dirais, il faut être le plus neutre possible dans une vision qu'on peut avoir équilibrée. Je pense qu'on n'avait pas donné pendant un certain nombre d'années suffisamment de reporting et d'éléments pour montrer notre utilité. Mais aujourd'hui, on l'a, par un tiers indépendant. Vous savez, on faisait beaucoup de choses. On n'avait pas démontré la qualité, ça fait que 4 ans, et puis là, depuis 2 ans, on démontre la création de valeur. Et donc, je pense que, si vous voulez, le fait d'avoir pas démontré mathématiquement et pragmatiquement la valeur que nous créons, c'est-à-dire ce que vous avez là, ça nous mettait en porte-à-faux dans une période où tout le monde cherchait du pognon, et donc il y en avait dans les chambres de commerce, on en a pris. Qu'est-ce qui se passe sur le PLF 2025? Ça, c'est un sujet intéressant. Je dirais que peut-être, donc on est arrivé dans une période où il n'y avait pas de gouvernement, peut-être que les lettres plafonds sont partis un peu vite. J'ai envie de croire à ça. Et puis, si vous voulez, moi je suis très pragmatique, je regarde les résultats. Effectivement, si la position des moins de 40 millions est maintenue, je ne pourrai pas assumer mes missions. D'accord? Et à ce moment-là, je dirais, il y a un coup de canif dans le contrat. Aujourd'hui, on est dans un projet de loi, on est dans le débat, je mène le débat avec vous, avec les députés et avec le gouvernement, et j'espère que les arguments solides que je développe nous permettront, si vous voulez, de faire en sorte qu'on revienne sur l'élément de responsabilité dont je vous ai parlé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne vais pas accuser les autres. On avait un peu de démonstration de création de valeur à faire. L'apprentissage de Mardi France. Si on passe de 300 000 apprentis à 850 000, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de plusieurs choses. Premièrement, c'est devenu une priorité nationale. Deuxièmement, on a du financement. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que l'apprentissage ne soit pas une voie de garage. Et vous allez voir que je vais vous amener sur une réponse. Vous savez, j'ai fait les premières nuits de l'orientation, il y avait 100 000 jeunes, donc l'an dernier. J'ai fait la première en 2010 à la Chambre de commerce de la Haute-Garonne. Il y avait une queue énorme devant la Chambre de commerce, il y avait les parents et les enfants. Et quand on parlait d'apprentissage, ce n'est pas le gosse qui ne voulait pas, c'était les parents. Le fait d'avoir ouvert l'apprentissage à l'enseignement supérieur, on a coupé carrément l'argumentaire de la voie de garage. Surtout, mesdames et messieurs, gardez de l'apprentissage à l'enseignement supérieur. Gardez de l'apprentissage à l'enseignement supérieur. Sur les aides à l'apprentissage, je crois qu'il faut, bien sûr qu'il faut les maintenir. Alors, est-ce qu'il faut les moduler en fonction de la taille d'entreprise, des besoins? Ça, il y aura sans doute des arbitrages à faire. Mais je dis surtout, ne faites pas de ségrégation sur le supérieur et l'infrabac. Deuxièmement, regardez la territorialité. Et là, je vais revenir vers vous, monsieur le sénateur. Si dans votre territoire, il y a des classes, on ne peut pas aller au-delà de 10, eh bien, il faudra quand même faire une classe. Parce que les 10 apprentis qu'on va former, c'est peut-être 10 entreprises qu'on va sauver parce qu'elles auront trouvé leur apprenti. Parce que si je ne fais pas donc, cette formation dans les Deux-Sèvres, il y aura peut-être 300 km à faire pour faire la formation et le jeune ne pourra jamais se payer les frais de déplacement. Donc ce que je veux dire là, c'est que les aides à l'apprentissage pour les centres d'apprentissage doivent tenir compte de la territorialité. Sachez que le prix d'un professeur donc, dans les Drom est 30 ou 40% supérieur à un professeur sur l'Hexagone. Sachez que pour approvisionner un moteur électrique dans les Drom, c'est 2 mois, donc on doit les stocker. Donc on ne peut pas avoir les mêmes tarifs partout. Il y a une chose sur laquelle je trouve qu'on est trop gentil. Et je l'ai dit au commissaire à l'apprentissage et à la formation. Pourquoi on ne juge pas sur la qualité des centres d'apprentissage? Est-ce qu'il est normal qu'il y ait des centres d'apprentissage qui, à 6 mois, à 12 ou 18 mois, aient des taux de placement de 80% et d'autres de 40%?
Est-ce qu'il est normal qu'il y ait des centres d'apprentissage qui fassent quasiment que du virtuel ou du distanciel et d'autres qui fassent du présentiel? Et qu'on ait les mêmes dotations? Non, il ne faut pas faire ça. Et donc moi, la recommandation que j'aurais pour l'apprentissage est la suivante. Gardons les aides où il faut les avoir. Attention aux métiers sous tension, parce que là, il faut mieux financer quand on a des métiers sous tension. Attention à la géographie, y compris aux territoires ruraux, et de grâce, la performance, quoi. La performance. Jugeons à la performance. Il n'y a qu'une performance, c'est le taux de placement à 12 ou 18 mois. Travaillons là-dessus, bonus-malus. Et ce que j'ai dit de façon très claire, oui, il y avait, donc on est passé à plus de 3000 centres d'apprentissage, il y en avait 800. La qualité n'est pas au rendez-vous partout. Faisons de la qualité chez nous, c'est pour nos jeunes. Mais surtout, sanctuarisons cette formation d'avenir. D'accord? Un mot sur les lycées pro, peut-être, vous ne m'avez pas posé la question. J'ai fait des propositions sur les lycées pro. Les lycées pro, faisons des passerelles entre les lycées pro et l'apprentissage. Point numéro 1. Deuxièmement, ayons des plateformes communes où les jeunes pourraient échanger. Et donc, plateformes communes, c'est quoi? C'est des laboratoires de mécanique, d'électricité. Ce n'est pas la peine d'en avoir deux à quelques kilomètres. Il y a des économies à faire là-dessus. Et donc, je l'ai proposé aussi donc à l'époque au ministre et à la ministre de l'Éducation nationale, puisque vous savez que les lycées pro dépendent de l'Éducation nationale. Et le Made in France? Moi, le Made in France, écoutez, on a interviewé 4 pays. C'est l'étude qui est en train de se publier. Parce qu'on se disait, est-ce qu'on est content d'avoir du Made in France en France? Oui, c'est oui. Que pensent les Chinois? Que pensent les Allemands? Que pensent les Italiens? Et que pensent les États-Unis? Ben écoutez, 75% des personnes qu'on a interviewées, on ne les a pas choisies, plébiscitent le Made in France pour 2 choses. La qualité et le niveau de gamme, et le moyen haut de gamme. Tout en reconnaissant que cette qualité a un prix, a un coût. Vous savez ce qu'on nous dit sur le Made in France? On aimerait en consommer plus, mais il n'y en a pas chez nous, ou pas assez, ou on ne les voit pas assez. Moi, je pense que le Made in France, aujourd'hui, souffre d'un manque de labels. Il faut interdire de mettre le drapeau français si ce n'est pas du Made in France. Il y a Origine France Garantie, vous savez ce que c'est? Il faut imposer donc un cahier des charges clair pour mettre le drapeau français au Made in France, point numéro 1. Point numéro 2, le Made in France, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner par de la culture du Made in France. Et je vais vous donner un exemple. Il y a dans le nord de la France une entreprise qui fait des trottinettes qui s'appelle Plume. La trottinette Plume coûte 1 200 €. Le concurrent de la trottinette Plume est chinois, elle coûte 800 €. La durée de vie de la trottinette Plume, c'est 2 à 3 fois plus. Et tous les composants sont interchangeables, y compris les cellules des batteries. Tout est fabriqué dans notre pays. Et c'est ça l'éducation. Et c'est ça l'accompagnement. Il faut qu'on raisonne en coût total d'acquisition. Et vous voyez, 30% de plus et 2 à 3 fois plus de durée de vie, ça veut dire que le coût d'utilisation est inférieur sur la trottinette Plume. Alors comment on fait pour faire ça? Ben, c'est là qu'on doit trouver des moyens astucieux de financement. Parce que si la trottinette, vous la louez pour la durée de vie de la trottinette, la Plume coûtera moins cher. Et donc on doit, si vous voulez, mesdames et messieurs, à la fois faire en sorte de créer du Made in France, mais il faut éduquer notre pays, nos consommateurs, sur quel est le vrai coût d'un produit. Alors il y a des coûts qui seront plus élevés, et il y aura des problèmes de compétitivité, mais pour beaucoup de produits, si je regarde la qualité, la durée de vie, la réparabilité, les produits français sont moins chers. Et vous avez une opportunité extraordinaire de faire entendre cette voix. C'est le salon du Made in France qui ouvre ses portes cette semaine. Et donc, on est partenaire de ce salon du Made in France. Et vous allez m'entendre plusieurs fois sur les ondes radio, parce qu'il faut absolument qu'on milite là-dessus. Parce que s'il n'y a pas de Made in France, il n'y a plus de France. Il n'y a plus de France. On ne réussira pas à maintenir notre système français si on ne rapatrie pas du Made in France. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle série de questions avec Amel Gaker.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, alors j'aimerais revenir sur un enjeu majeur pour nos entreprises, notamment nos TPE-PME, c'est celui de la numérisation justement de nos entreprises. Vous l'avez évoqué en parlant de la promesse, de l'introduction, et pas qu'une promesse, c'est une réalité de l'IA générative. Moi je vais revenir plutôt sur un sujet dont on parle beaucoup, qui coûte de plus en plus, c'est celui de la cybercriminalité qui touche aujourd'hui en majorité nos TPE-PME, qui est un phénomène nouveau. Aujourd'hui, ce sont 60% des TPE-PME et non plus les grandes entreprises qui sont touchées. TPE-PME qui n'ont pas forcément la culture, justement, du risque en termes de cybercriminalité. Je parlais de coûts. Aujourd'hui, c'est 100 milliards d'euros en France en 2024, 5 milliards en 2016. Donc, c'est un risque qui évolue de manière exponentielle. Aujourd'hui, vous proposez... Je le sais, vous êtes déjà sur ce sujet-là, des formations en fait aux TPE-PME. Moi, je reste persuadée que ce n'est pas forcément suffisant parce qu'elles manquent de moyens, parce qu'elles manquent de compétences, parce que on sait le quotidien des TPE-PME. Justement, quelle perspective avez-vous, quel plan envisagez-vous, sachant qu'on a d'autres acteurs, et je pense que justement la réponse, elle vient du travail en réseau avec les spécialistes, l'ANSSI, la Gendarmerie nationale, etc. Donc comment vous positionnez-vous sur cet enjeu qui est vraiment, encore une fois, une préoccupation forte de nos TPE-PME? Merci. Merci Amel. Marie-Lise Osso. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous remercier pour votre exposé extrêmement positif et votre implication affichée sur la décarbonation et l'intelligence artificielle que vous souhaitez promouvoir dans les PME. Je pense que c'est très important et ça donne une image assez prospective du réseau CCI France. Moi, je voulais vous interroger un peu sur les moyens mis en place par les CCI pour mesurer et évaluer l'efficacité de leur action sur la satisfaction des entreprises qu'elles accompagnent. Alors, vous nous avez dit que vous avez mis en place cela depuis 2021, que vous travaillez avec Opinionway. Et compte tenu du caractère inédit de ce type de démarche pour les acteurs publics, je voudrais savoir quelles sont un peu plus la méthodologie, les caractéristiques de l'échantillon ou encore le type de questions, vous y avez un peu répondu, qui vous permettent de bâtir ce type d'évaluation et d'améliorer vos actions. Et surtout, la question principale, est-ce que vous pensez que ce principe d'évaluation de la performance, qui est édicté dans votre contrat d'objectif, pourrait être dupliqué à d'autres entités publiques ou parapubliques afin d'améliorer la qualité du service public? Voilà, je vous remercie. Dernière série pour cette question, Lucien Stansione. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je ne vous parlerai pas du quartier du Panier, mais je vais vous parler du Sud en tout cas. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la contribution des CCI sur l'effort de 40 millions d'euros à faire sur le PLF 2025. Alors, il se trouve que dans le texte du gouvernement, il y aurait un mode de calcul qui permettrait à ce que chaque CCI contribue à proportion de sa puissance économique. Et il semblerait que CCI France, alors peut-être bien vous, proposiez un amendement qui modifie le calcul, qui fait que la contribution, notamment des petites CCI, soit beaucoup plus élevée, puisqu'on est dans un rapport de quasiment de 1 à 10. Donc, est-ce que vous comptez réellement déposer cet amendement ? Si oui, pourquoi ? Et sinon, on sera content. Merci. Très bien, merci Monsieur le Président. À vous de répondre. Allez, je commence par la cybersécurité. Alors, on a interviewé nos entreprises pour savoir quelles sont les priorités en termes de transition digitale. À 45%, les entreprises parlent du e-marketing, du e-commerce, et à 17% la cybersécurité. J'en déduis la chose suivante, c'est que le premier sujet qu'on a, c'est sensibiliser. Les TPE et les PME n'ont pas compris le risque de cybersécurité. Et c'est toutes les opérations qu'on fait sur des dizaines de milliers d'entreprises sur la sensibilisation des risques cyber. Sur la formation, vous avez raison, on fait des formations qui vont de à peu près de 5 jours pour avoir des référents cybersécurité dans les entreprises, dans les PME. C'est détecter les signaux faibles sur des sujets et faire intervenir des spécialistes.
Et donc, pour aller au-delà, on travaille bien sûr en réseau. Nous avons des conventions avec la gendarmerie, avec l'ANSSI, etc. Tout ce qu'on fait, on le fait avec eux. Et donc, pour aller au-delà, ce que je demande et ce sur quoi on va travailler, donc on a une opération sur 2025 là-dessus, qu'on a négocié bien sûr avec la DGE, donc c'est-à-dire avec notre tutelle, autour de la cyber. Et là, pour aller au-delà, il faut homologuer des produits. Ça veut dire qu'une entreprise, on ne peut pas lui dire tu as un risque cyber, etc., va voir le fournisseur. Il faut absolument qu'on arrive à avoir un catalogue d'offres de solutions. Voilà. Alors, il y en a quelques-uns, mais simplement, si vous voulez, aujourd'hui, on n'a pas encore la liste de produits certifiés, labellisés. Il faut qu'on travaille là-dessus, de façon à ce que, quelque part, quand on fait un diagnostic, on puisse proposer des offres. Pas une offre, puisqu'on est dans le domaine de libre concurrence, mais il faut aller jusqu'à la qualification des produits. Et c'est ce qu'on a fait dans l'industrie du futur. C'est des chambres de commerce qui gèrent le catalogue des offreurs de solutions. D'accord ? Il faut faire pareil donc, par rapport à la cybersécurité. En tout cas, c'est ma recommandation. Donc, c'est un vrai risque. Sachez que dans tous les cas, on ne peut que se couvrir un petit peu parce que vous savez très bien que si vous avez des hackers qui décident de rentrer dans les PME, on n'y arrivera pas. Mais déjà, c'est un premier niveau de sensibilisation et de couverture qu'il faut faire. Moi, je suis d'accord avec vous, il y a énormément d'attaques. Ça couche des grandes boîtes. Pour l'instant, si vous voulez, les chasseurs de primes sont mieux payés sur les grandes boîtes que sur les PME, parce qu'on parle de ça. Mais il y a un vrai problème, un vrai élément. Voilà. Surtout quand on voit les conflits s'enflammer. Hein, d'accord, vous voyez ce qui se passe dans l'Est de l'Europe. Donc, un risque majeur là-dessus peut naître. Et donc, sachez qu'on fait tout ce qu'on peut là-dessus. Mais encore une fois, et je vais être très clair avec vous, vous voyez le nombre de sujets qu'on a adressés. Donc, on travaille vraiment sur la priorisation. Mais ce que je peux vous dire sur 2025, priorité, cybersécurité, digitalisation, c'est partie des 3 sujets qu'on s'est votés avec la DGE. Les moyens. C'est un panel de 3600 entreprises en France. Ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est Opinion Way dont c'est le métier. C'est une étude régionale qu'on consolide au niveau national. Et on interroge à la fois des entreprises clientes et non clientes. Et ça, c'était une demande de la DGE. Et on interroge aussi des entreprises qui payent quelque chose, parce qu'il y a des tickets modérateurs chez nous. D'accord ? Parce que je ne veux pas qu'on tombe dans le piège, c'est gratuit, donc on s'en fout. Et donc tout ça, madame, fait les résultats que nous avons. Voilà. Donc je n'ai aucune interaction, nous n'avons aucune interaction, ni sur le panel, ni bien sûr sur donc les questions qui sont posées. Et les questions qui sont posées, on les affine de plus en plus. Parce qu'il ne vous a pas échappé, comme la cybersécurité, qu'on peut intervenir à plusieurs sur un dossier. Il peut y avoir la BPI qui finance, il peut y avoir les CCI, il peut y avoir d'autres établissements, les régions de France, etc. Et on s'assure, quand on dit qu'on note la création de valeur, que la majorité de l'action a été menée par les CCI de France. Point numéro 1. Point numéro 2, ça devrait être obligatoire. Moi, j'avais un problème de raison d'être et d'obsession pour la performance. Mais la raison d'être, aujourd'hui, elle va toucher tout le monde. Et moi, je trouve que pour bien décider, il faut objectiver. Et la meilleure façon d'objectiver, c'est d'être évalué par un tiers. Alors, honnêtement, Madame la sénatrice, la veille de recevoir l'étude, je tremble un peu. Et on me pose la question, et si tu as une mauvaise note ? Eh bien, écoutez, s'il y a une mauvaise note, je m'améliorerai. Mais si je ne suis jamais évalué, je ne saurai jamais m'améliorer. Définitivement, je préfère les bonnes notes aux mauvaises notes. Mais voilà, donc ce que vivent les chambres de commerce, tout le monde pourrait le faire. Et j'encouragerai tout le monde à objectiver la qualité des travaux qu'ils mènent pour notre pays. La culture de l'évaluation. Le panier. Voilà. Vous savez que donc, je suis né au panier. C'est pour ça que vous dites ça. Voilà. Et je suis très amoureux du panier. Alors là, pour le coup, c'est de l'amour. Hein. Le seul amendement qu'on ait déposé de notre côté et qui est passé en commission des finances, c'est on substitue les 40 millions de baisse de taxes pour frais de chambre à la trajectoire telle qu'on l'avait prévue en 2024. Et donc, ça veut dire qu'en lieu et place de la baisse de 40 millions d'euros, on continue sur les 100 millions d'euros qu'on a renvoyés à l'État
sur 2024, 2025, 2026, 2027, 40 millions au premier versement et 20 millions les autres. C'est que ça. Si on vous dit autre chose, il n'y a pas autre chose. Hein. Voilà. Et donc, je n'aurai pas le courage de dire on rase gratis. Parce que ça voudrait dire que l'engagement que j'ai pris avec vous l'an dernier et avec le gouvernement qui était en poste à l'époque et l'administration, je ne le tiens pas. Donc je veux tenir nos engagements, même si ça fait mal. S'il y a d'autres missions qu'on nous confie, qu'on nous donne de l'argent, tant mieux, mais la demande est claire, c'est on reste sur la trajectoire initiale, en lieu et place des 40 millions d'euros de baisse de la taxe aux frais de chambre. Et il n'y a pas autre chose. La confusion vient peut-être de la méthode des fonds de roulement. Très bien. Donc, je suis désolée de devoir vous laisser, Monsieur le Président. Je vous remercie encore de cette audition et qui va continuer, puisqu'il y a encore un certain nombre de questions de nos collègues. Je demande à Alain Chatillon de venir nous rejoindre et je passe la parole pour la nouvelle série de questions à Franck Menonville. Ensuite, Anne-Catherine Loisier. Je suis bien la boucle WhatsApp. Et Daniel Salmon. Désolé. Voilà. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je suis élu dans le département de la Meuse comme un département rural où nous avons, je crois, une des seules chambres de commerce interdépartementales rurales, Meuse-Haute-Marne, et ça démontre vraiment l'adaptation que vous avez su faire au niveau du réseau. Moi, j'espère que ma question ne va pas vous mettre mal à l'aise. Je voulais avoir votre sentiment et votre vision sur des évolutions possibles de deux réseaux consulaires qui, en tout cas chez moi, représentent des ressortissants communs pour près de 50% d'adhérents, c'est-à-dire les chambres de métiers et les CCI. Partenariat, adossement, fusion, mutualisation, pour en faire véritablement un outil consulaire renforcé et présent sur l'ensemble des territoires. Je pense que je ne connais pas la répartition nationale des ressortissants, mais c'est vrai que chez moi, c'est à peu près 50%. Hein. 50% des adhérents sont communs. Voilà. Anne-Catherine. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais saluer votre engagement pour une action sur l'ensemble des territoires, parce que c'est vrai que, comme nombreux de mes collègues, pour avoir été élu local, j'observe quand même qu'en 10 ans, le partenariat que l'on pouvait connaître intense et très fructueux avec les CCI, notamment dans les territoires ruraux, c'est quand même désagrégé, et au détriment, je pense, d'un fort potentiel que vous avez d'ailleurs évoqué, de développement d'activités dans nos territoires. Je pense bien sûr à une filière qui m'est chère, c'est la filière bois-industrie, sur laquelle aujourd'hui, moi, ma CCI est absolument inopérante. Et d'ailleurs, j'ai invité le président en Côte d'Or, Dijon, à s'y intéresser. Et donc, ma question, elle serait plutôt aujourd'hui en direction du dispositif des territoires d'industrie, puisque là aussi, j'ai pu remarquer qu'au départ, les CCI étaient impliquées. Aujourd'hui, elles ne le sont plus. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, l'UIMM n'a même pas pris le relais. Donc, comment abordez-vous les questions industrielles sur l'ensemble des territoires ? Deuxième sujet, c'est la péréquation et la dotation forfaitaire. Là aussi, moi, les remontées que je pouvais avoir, c'est que parfois, quand même, le nombre de salariés de chaque CCI n'était pas toujours suffisamment pris en compte, à savoir quand on a plus d'une centaine de salariés, on se retrouve finalement avec une dotation qui est pas beaucoup plus importante qu'une CCI qui aurait, une toute petite CCI qui n'aurait que quelques salariés. Alors, je sais que l'exercice n'est pas simple, hein, mais voilà, par rapport aux perspectives que vous avez évoquées et un risque de suppression d'emplois, c'est vrai que ça inquiète beaucoup. Et enfin, je voulais juste revenir rapidement sur le risque cyber, peut-être pour compléter ce qui a pu être évoqué, parce qu'en fait, le risque cyber, c'est pas que d'avoir une rançon à payer, c'est aussi la captation de données. Et les entreprises ont énormément de données clients, et qui sont vraiment des viviers très intéressants pour la cybercriminalité. Et en ce sens, je voulais savoir, est-ce que vous avez une approche du développement commerce physique, commerce en ligne, et comment évolue notamment le commerce en ligne? Merci. Daniel Salmon. Merci, Monsieur le Président. La CCI a fait une enquête
en début d'année sur ce que pensaient les Français, ce que les Français attendaient de l'entreprise. Il apparaît que la transition écologique est simplement une aspiration secondaire. 26% des sondés l'ont cité. Donc je voulais savoir si cette aspiration à la transition écologique était également pour vous secondaire, dans un moment où on voit qu'en Espagne, on vient de débloquer 10 milliards suite aux aléas climatiques sur Valence, qui ont particulièrement touché les entreprises également. Et à l'heure où les polluants éternels, les polluants plastiques sont partout dans notre environnement et dans nos corps, avec des impacts cruciaux sur la santé, je voulais savoir comment vous accompagnez les entreprises pour s'engager volontairement dans cette transition. Vous avez parlé de décarbonation, vous avez parlé aussi de cette trottinette durable, effectivement, tout à fait louable. Comment est-ce que l'on fait pour que les entreprises, eh bien, on réindustrialise en France, mais on réindustrialise sur des produits qui sont vraiment durables et qui prennent en compte cette transition écologique. Monsieur le Président, c'est à vous. Bon. La question ne m'embarrasse pas du tout. CCI, CMA. Pour le moment, je rends hommage à mon collègue Joël Fourny, qui est le président des CMA, qui est mon collègue. Hein. Moi, j'ai toujours été un homme de mutualisation. Je n'ai pas changé d'avis. Je pense que quand on a des activités qui se ressemblent, on doit travailler ensemble. D'ailleurs, c'est le sens de la loi. Parce que dans la loi, on nous dit, il y a les règlements, et dans mon COP et mes COM, dans les textes, on nous dit de mutualiser. Voilà. Et donc, je n'aurai de cesse de tendre la main au CMA pour travailler plus ensemble. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur, dans votre territoire, c'est 50%, en moyenne, c'est à peu près 60%. On a des 60%. Oui, 50%, c'est assez bien. Ça dépend de quel côté si on part de la base CCI ou de la base CMA. Et c'est vrai que on a des activités en commun, on a des clients en commun, et donc je crois que la mission qu'on ne fait pas exactement, c'est celle de l'international, puisque vous savez que les CMA n'ont pas de mission spécifique ou peu de missions spécifiques sur l'international. Après, on fait de l'apprentissage, après, on fait de l'accompagnement des entreprises, on fait de la création d'entreprises, etc. Et donc, moi, je le dis, et je crois que vous le savez, hein, je tombe bien sûr la main au CMA pour qu'on travaille encore plus ensemble, mieux ensemble, et qu'on soit plus proche. Pas dire mieux que ça. Mais, vous savez, il faut qu'on soit deux. Hein, donc ça veut dire que quelque part, on a fait un pas, on travaille ensemble. Donc sur la mutualisation, je pense qu'il y a des marges d'amélioration. D'accord ? Alors, Côte d'Or. Je fais partie des tas de vins de Clos Vougeot, vous savez. Je sais faire ça, hein, donc aussi je sais le faire, même si je suis né au panier. Hein. Bon, vous me posez la question sur les territoires d'industrie, sur l'industrie plus généralement. Parmi les grandes priorités, si vous voulez, des chambres de commerce et d'industrie, les 6 priorités, il y a la réindustrialisation de la France. D'accord ? Et là, on s'appuie sur différents programmes. D'accord ? Le premier programme, c'est faire en sorte que les entreprises françaises aient du boulot, industriellement. Et donc, on a une plateforme qui s'appelle CCI Business, qui permet aux donneurs d'ordre de mettre en ligne des appels d'offres pour que les sous-traitants y répondent, plutôt que d'aller trouver des sous-traitants ailleurs dans le monde. Le premier grand client de cette plateforme, c'est EDF, notamment sur les projets autour du nucléaire, des grands carénages, etc. Donc, la SNCF va y rentrer, De Richebourg va y rentrer, GRDF va y rentrer, etc. D'accord ? Premier point. Deuxième point, nous avons créé dans chaque région des accélérateurs de relocalisation. Parce que la meilleure façon de réindustrialiser, c'est de relocaliser. C'est quoi relocaliser ? C'est ramener quelque chose que l'on faisait et qu'on a laissé partir à l'étranger. Pour différentes raisons. Mais les raisons bougent, changent. À l'époque, il n'y avait pas d'empreinte carbone. Et puis, il n'y avait pas ce qu'on a connu pendant la période Covid, qui fait que quelque part, si vous voulez, on a un risque d'approvisionnement qui est très important. Et quand je sonde les entreprises, on a une majorité d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont délocalisé, qui se posent la question de relocaliser dans notre pays. D'accord ? Le troisième programme, c'est France 2030. France 2030, 54 milliards d'euros.
il faut que ça vienne irriguer les projets qui vont faire que quelque part on va développer des produits compétitifs. Autrement dit, il ne faut pas se tromper. Et là-dedans, par rapport à France 2030, vous avez compris, on a amené non pas les gros parce qu'ils n'ont pas besoin de nous, mais on fait en sorte d'aiguiller les PME qui ont des projets à la fois innovants, durables, etc., de façon à ce qu'ils puissent candidater à France 2030. Sur territoire d'industrie, on est présent. Moi, j'ai fait des tournées de territoire d'industrie. D'ailleurs, je l'ai fait avec... ouais. Alors, on me dit, voilà, donc j'ai mon petit message qui m'a été. On est donc sur les 183 territoires labellisés. Il y a 54 CCI qui sont impliqués et associés. D'accord? Donc, on est dedans. Est-ce qu'on est suffisamment à l'intérieur? En tout cas, il y a une véritable dynamique industrielle chez nous. Après, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, je vous le redis, je suis limité par les moyens. Et c'est la plus grosse frustration que j'ai. C'est vrai pour le commerce, c'est vrai pour les services, c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour la cybersécurité. Donc, si vous voulez, on fait au mieux de ce qu'on a. On fait au mieux de ce qu'on a. Vous m'avez posé la question péréquation de nombre de salariés. Alors, je vais vous expliquer comment on distribue la taxe pour frais de chambre. Nous avons 525 millions d'euros qui nous vient de l'État via les entreprises. Ou des entreprises via l'État. C'est mieux comme ça. CCI France garde 20 millions d'euros pour son fonctionnement et distribue 505 millions d'euros. La clé de répartition de ces 505 millions d'euros est la suivante. 30% sur le poids économique, qui est un mixte entre le nombre d'entreprises et le nombre de collaborateurs. Ça veut dire les clients à servir. 30% sur le poids historique. Pourquoi le poids historique, vous l'avez cité? Parce que quand on est une institution comme la nôtre, qui a une trace dans le temps, vous ne pouvez pas la faire passer en poids économique tout de suite. L'histoire a un poids. 30% la performance. Et la performance intéresse les gros et les petits de la même façon. Sur ces 30%, 60%, c'est les rapports des préfets sur l'exécution de nos missions. Et les 60 autres %, c'est les opérations telles que nous les jugeons par CCI France, et notamment sous l'appui des différents éléments d'évaluation que nous avons. Et il reste 10%. Et sur les 10%, on arrose, on sert deux choses. La péréquation et les décisions de CCI France dans l'année. Ce qui est conjoncturel. On a une épidémie, on a de la casse qui arrive là, on se garde un peu de budget pour incentiver les chambres de commerce, pour pouvoir aller au plus près de ceux qui ont des problèmes. Voilà la répartition. Alors effectivement, Madame la sénatrice, il n'existe aucun indicateur sur les salariés, parce que est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il y en a moins, ça, je ne peux pas le faire, c'est un choix de gestion. Par contre, quand on fait 30% poids économique, 30% poids historique, 30% performance, la performance relève aussi des opérations qu'on peut déployer sur le terrain, et 10% péréquation et décision de CCI France, on arrose pas trop mal le truc. Ce n'est pas un système parfait, par contre c'est un système qui est vertueux, parce que je ne connais pas beaucoup d'établissements publics qui, au-delà de l'évaluation dont je vous ai parlé, acceptent d'avoir 30% sur la performance. Et après, qu'est-ce que j'avais? Commerce en ligne. Première priorité aujourd'hui des entreprises qu'on interroge. E-marketing, commerce en ligne. On sait qu'aujourd'hui, le fait de se lancer dans du commerce en ligne, c'est à peu près 10% de chiffre d'affaires en plus. D'accord? Donc, sur le commerce en ligne, nous lançons en 2025, au même titre que la cybersécurité, une action pour la digitalisation des commerces. Et moi, je crois que le commerce français est prêt pour un commerce hybride. Et je crois beaucoup à la livraison du commerce. Si on passe au 100% en ligne, on tue le commerce et on tue le lien social. Et on n'est pas prêts, nous les Français. Moi, ce que je dis simplement, le commerce en ligne, c'est la capacité à faire ce qui nous manque en termes de croissance et de marge. Et l'ambition que j'ai, c'est de faire en sorte que nos commerçants en moyenne développent 10% de leur chiffre d'affaires. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les forme, on leur explique des plateformes de mise en ligne, et on leur explique comment est-ce qu'on peut faire
on appelle ça, la possibilité de commenter en ligne et de livrer et d'avoir la possibilité de retirer les paquets dans les magasins, qui permet de garder du physique. Le click and collect, voilà, j'avais pas le mot, je me rappelle plus du mot. Voilà, donc c'est une vraie solution. J'étais sur le marché de Pibrac. Monsieur le sénateur, Pibrac, c'est à la frontière du Gers, c'est toujours en Haute-Garonne. Donc j'ai un monsieur qui torréfie du café, qui est un ambulant. Il s'est mis sur le commerce en ligne, il a fait croître son chiffre d'affaires de 10%. Ben 10%, si vous voulez, ça change sa vie. Voilà. Et ce que je veux faire, d'ailleurs, ça sera un grand témoin qu'on aura, parce que ce que je veux démontrer, c'est que le commerce en ligne, c'est pour tout le monde. Et là, j'ai un exemple, ils sont deux, lui et sa mère. Voilà, ils ont fait ça. Du café, voilà, on peut le faire sur d'autres éléments. Donc très favorable à ça, si vous voulez, et donc ça fait partie du plan de 2025. J'avais déjà commencé sur la digitalisation, ce que j'ai lancé sur la première année de mon mandat, sur la transition digitale, notamment des commerces. On a sensibilisé 120 000 entreprises et on a accompagné 20 000 entreprises. Sensibilisation, c'est quelques heures, une demi-journée. Accompagnement, c'est de 2 jours à 1 semaine. Voilà, toujours pareil. Vous savez le nombre de millions qu'on a de commerçants, hein. Donc il faudrait bien sûr passer à l'échelle. Mais bon, voilà, on travaille là-dessus. Transition écologique et la priorisation. Alors, transition écologique fait partie de ces... Les transitions, c'est à peu près le premier budget et la première priorité que j'ai. Donc, c'est ce qu'elle m'a été donnée sur mon plan à 5 ans. Transition, sur les 2 premières années, à peu près 120 000 entreprises sensibilisées dans l'année, et à peu près la même chose, 20 000 entreprises, 25 000 entreprises accompagnées. Le 26% est trompeur, parce que j'ai bien analysé les chiffres. Mais il faisait suite à une première vague qu'on avait faite, et on avait 80% de gens intéressés. Ce qu'on a fait, si vous voulez, c'est qu'on a fait le haut de la pyramide, ou le haut des besoins. Ce n'est pas les grosses entreprises. On a fait les entreprises qui étaient les plus motivées sur les 3 premières années. Et donc là, il nous reste les autres. Et on s'aperçoit qu'il y a une peur pour ces entreprises d'y aller. Oui, il faut le faire, c'est compliqué. Et le plan de 2025, c'est de démocratiser la chose. Et c'est pour ça qu'il faut revenir aux fondamentaux. J'ai ma fiche là qui nous dit ce que veulent les entreprises. 45% des entreprises nous disent « je veux faire des économies d'énergie ». Ma décarbonation, c'est ça en priorité. 20% la gestion de l'eau, 16% la labellisation des initiatives et 12% l'économie circulaire. C'est l'enquête qui est sortie, donc, que j'ai faite suite à l'accompagnement des entreprises sur 2024. Donc la priorité, c'est très pragmatique. Aujourd'hui, si on veut enrôler les entreprises, il faut répondre à leurs besoins. Économie d'énergie. Et il faut qu'on ait capacité à financer, à aider au financement de ces économies d'énergie. D'où l'importance de garder de la flexibilité des budgets là-dessus, parce qu'il y a un vrai besoin, 45% des entreprises. Donc, priorité numéro 1. Attention, les 26% sont trompeurs, parce qu'ils interviennent après une grande vague de travaux sur le verdissement de nos entreprises. Et il y a un vrai besoin pragmatique, et c'est celui sur lequel on va travailler, qu'on travaille aujourd'hui, mais c'est le plan 2025. Gérard Laëllec. Merci, Monsieur le Président. Gérard Laëllec de Bretagne, des Côtes d'Armor exactement. C'est-à-dire que nous côtoyons une petite CCI qui s'engage, mais qui est aussi en grande souffrance. Donc il est bon de le reconnaître ici. Alors comme vous, Monsieur le Président, je me félicite de votre ancrage territorial. Je pense en effet qu'il s'agit là d'un avantage incomparable, cet ancrage territorial, et il participe de la performance dont vous avez beaucoup parlé dans votre exposé liminaire. Et je pense aussi que dans ce qui est constitutif de la performance, il y a la réponse aux besoins des collectivités. Et parmi la réponse à ces besoins, il y a tout ce qui découle, dirons-nous, des lois Raffarin du 13 août 2004, des lois de décentralisation, qui, par exemple, ont confié aux collectivités la gestion d'un certain nombre d'infrastructures
portuaires et aéroportuaires. J'ai vu d'ailleurs, j'observe que la presse de ces dernières semaines s'est fait l'écho d'un certain nombre de mouvements ou turbulences qui ont pu entourer les incertitudes concernant donc la gestion de ces ports et de ces aéroports. Et donc, la mise en œuvre de ces lois de décentralisation ou dites de décentralisation appelle souvent de l'initiative de la part de vos mandants, des CCI, qui entrent d'ailleurs en concurrence parfois avec d'autres opérateurs. Et par conséquent, je serais très intéressé de savoir comment vous utilisez cet avantage performantiel qu'est votre ancrage territorial pour répondre encore mieux que quiconque aux besoins de ces territoires. Merci. Alors écoutez, c'est une superbe question d'actualité. Je vais répondre après parce que je crois que j'en prends plusieurs en même temps, c'est ça? Oui. Donc j'ai noté. Alors, Yves Benven. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, j'ai beaucoup apprécié vos propos sur la simplification et l'engouement que vous avez mis dans la simplification. Je pense qu'on est dans une période clé pour faire avancer ce sujet-là, dans une période où il n'y a plus de pognon, comme dirait un certain président aussi, dans une période où il faut chercher des moyens financiers, et ceux-là ne sont pas très durs à trouver, puisque ces économies nous rendraient de la compétitivité, et c'est des milliards et des milliards qui sont générés aujourd'hui par la complexification de notre pays. Moi, je voudrais revenir sur deux exemples. Un a été abordé par mon collègue Franck sur la simplification des organisations interprofessionnelles, les chambres consulaires. Je pense qu'on peut faire de la simplification en réorganisant ou en mutualisant ce que vous avez dit tout à l'heure. Et puis un deuxième exemple, vous l'avez abordé aussi dans votre propos liminaire, c'est les économies qu'on peut faire entre les collectivités et les chambres consulaires. Je pense par exemple aux services économiques des communautés de communes ou des agglomérations. Il y a là une économie énorme à trouver, de l'efficacité, tout ça avec des gouvernances partagées. Mais je pense qu'on a des moments clés où on peut appuyer sur l'accélérateur. En tout cas, voilà deux exemples très concrets où on peut mettre en œuvre une simplification que tout le monde veut mettre en œuvre. Merci. Martine Berthet. Oui, merci beaucoup. Monsieur le Président, dans les territoires comme mon département de la Savoie, où il y a une forte raréfaction des terrains dédiés à l'économie, les intercommunalités compétentes utilisent de plus en plus leurs droits de préemption et proposent aux entreprises qui souhaitent s'installer ou s'agrandir des baux amphithéotiques. Quelle est votre vision sur ce point? Je vous remercie. Sur les infrastructures, monsieur le sénateur, je suis parfaitement aligné avec vous. Et donc, j'ai une délibération en cours là-dessus qui consiste à nous renforcer sur les infrastructures. Vous savez que tout ça est soumis à ma tutelle, à l'autorisation de la tutelle. Il y a eu deux périodes par rapport à ce qui nous aura été imposé par notre tutelle. La première période a été de dire « vous devez vous désengager des infrastructures ». Et on a tout du bon, avec vous. Et il y a une deuxième période aujourd'hui, peut-être parce que la confiance est revenue, à l'image de ces éléments dont on a parlé, de performance, de transparence, etc. Et on nous dit, vous êtes plutôt des bons gestionnaires d'infrastructures, des petites infrastructures régionales. Elles nous vendent très bien. Et pour utiliser le terme adéquat, à faible TRI. Parce que nous, le rendement nous sert à réinvestir. Pas de dividendes, vous le savez. Donc, je me suis aperçu qu'il y avait une forte demande et qu'on était un peu juste. Et donc, le projet en cours que nous préparons, c'est un avocat qui finit donc un conseil des statuts, c'est de créer un fonds national, abondé par toutes les CCI des territoires, qui viendraient investir en minoritaire, monsieur le sénateur. Vous avez compris, en minoritaire, auprès des CCI des territoires. On créerait chaque fois, c'est le cas si vous voulez, donc des schémas qui existent aujourd'hui, donc un véhicule ad hoc, majoritaire à la CCI territoriale, qui connaît l'infrastructure,
et en minoritaire le véhicule national d'investissement dans les infrastructures qui permettrait d'amener des moyens économiques, des moyens de gestion des appels d'offres, des moyens de logistique. Et on est plébiscité, y compris dans votre territoire, si j'ai bien compris, par beaucoup d'élus. Surtout dans votre territoire, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec des élus de votre territoire. Voilà, j'ose espérer que, bien sûr, la tutelle autorisera cette création d'entreprise. Et simplement, je sais qu'il y a déjà des clients, et donc on s'appuierait sur une structure existante qui fait déjà un peu ça, mais on lui donnerait une grande dynamique. Simplification. J'ai répondu ? Non. Et ça, c'est avant la fin de l'année. Hein. Je voudrais vraiment tirer avant la fin de l'année. Parce qu'il ne me reste plus que 2 ans de mandat après, et j'aimerais quand même en profiter. Simplification. Vous avez parlé CCI, CMA, vous parlez des collectivités. Oui, bien sûr, collectivités. Mais c'est déjà le cas dans certaines collectivités. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut reconnaître le pouvoir stratégique des collectivités et le pouvoir politique des collectivités. Quelle est la mission des chambres de commerce? C'est un pouvoir d'exécution. On a des effectifs, utilisez-les. Et donc c'est pour ça que bien souvent, dans des agences de développement économique, on les crée avec les collectivités, ce sont nos équipes qui travaillent. Est-ce que ça fait loi? Non. Mais je crois que, si j'ai bien compris, les finances des collectivités vont les amener à faire des arbitrages et peut-être que ça va faciliter les rapprochements. Nous sommes ouverts 900 conventions avec les collectivités aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est une grande logique. Et bien sûr, on est donc excessivement, si vous voulez, partisans de ça. Et ils le savent. Je vais au Salon des maires, je rencontre les régions de France, je rencontre aussi les départements de France. Vous voyez, quand je parle du RSA et de créer des cohortes de personnes pour les ramener à l'emploi, ben, Sauvadet entend le sujet, quoi. Hein, parce qu'on sait ce que coûtent les gens au RSA. Et on voit la démarche positive. Donc on peut avoir derrière ça. D'accord? Donc ces partenariats, on les a avec les régions, avec les départements, avec les métropoles, les communautés de communes, les communes, etc. Et je me suis engagé sur les commerces, plus particulièrement, à signer 300 conventions avec les collectivités pour favoriser le développement de foncières de commerce et le développement de l'activité en territoire. Ça, c'est sur le plan de 2025 que j'ai signé avec la DGE. La gestion du foncier, ben, moi, si vous voulez, je trouve que c'est une super bonne idée. Le foncier reste un moyen. Évidemment, la majorité des entrepreneurs, c'est l'étude qui vient de paraître, préfèrent être propriétaire de son foncier, comme les personnes physiques d'ailleurs. Mais ce qu'il faut, c'est développer son activité. Et donc le fait d'avoir la capacité de mettre des baux amphithéotiques, de mettre du foncier rapidement disponible, voire avec des murs, parce que si en plus il y a des murs, c'est mieux pour démarrer une activité. Donc je trouve que c'est une excellente idée et je suis donc convaincu que les entreprises vont se jeter là-dessus. J'en profite pour vous glisser un message qui n'est pas du tout anti, je dirais, verdissement de notre économie. Il faut qu'on trouve des lieux pour construire les entreprises. La façon positive de l'aborder, on a lancé une étude. Les Bretons sont partants là-dessus, étaient pionniers, monsieur le sénateur. On repère dans les entreprises existantes le foncier non utilisé pour regarder déjà sur ce qui existe, comment on peut mutualiser. Et donc, on a lancé une grande étude. Je l'ai annoncée au Forum économique breton, non pas cette année, mais l'année dernière. Voilà. C'est une belle initiative qui consiste à dire, attention, si on veut construire des usines, ben, il faut du foncier. Regardons d'abord ce qui est disponible et non utilisé, et après on verra ailleurs. Mais surtout, développons notre activité économique qui ne pourra être que propre. Il reste 2 questions. Serge Mérideau et Yannick Jadot. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, vous avez abordé la mutualisation avec les CMA, les chambres de métiers. Pourquoi pas aller plus loin avec aussi les chambres d'agriculture et avoir une approche interconsulaire beaucoup plus forte? C'est ce qui s'est fait dans mon département il y a quelques années, en Dordogne, et on en est très heureux. Les 3 compagnies consulaires se sont regroupées dans les mêmes locaux, ont vendu des locaux historiques, difficiles d'accès en ville, pour se retrouver dans une maison de l'économie
Et je crois que c'est extrêmement positif parce que les moyens sont comptés dans les 3 compagnies consulaires. Et se regrouper, ce n'est pas perdre son identité, c'est probablement être plus fort pour peser et aider les ressortissants de ces 3 compagnies consulaires, qui souvent travaillent dans les départements ruraux, ont des activités qui sont proches et qui quelquefois d'ailleurs se percutent. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Monsieur le Président, vous avez beaucoup parlé du Made in France et vous avez raison. Je voulais aborder la question des marchés publics et les discussions que vous engagez, que ce soit avec le MEDEF ou avec Bercy, sur le fait d'intégrer dans nos marchés publics une préférence géographique. Alors au niveau européen, ça s'appellerait un Buy European Act, mais quand on intègre de la préférence géographique, elle peut aussi se faire sur une base régionale. Parce qu'on doit être entre 350 et 400 milliards d'euros en France de marché public. Vous savez que ce ne sont pas les TPE, les PME, ni les ETI qui ont le plus facilement accès à ces marchés publics, ce sont plutôt les grandes entreprises. Et que je voulais justement voir comment vous en discutiez avec le MEDEF, avec Bercy, parce que au-delà des discours où on défend le Made in France et parfois la préférence géographique, dans la réalité au niveau européen, ni le MEDEF ni Bercy ne défendent le changement de nos règles sur les marchés publics. Donc je voulais savoir quel type de discussion vous aviez là-dessus. Je vais. Donc, mutualisation, pourquoi j'ai insisté, parce qu'on m'a posé la question d'ailleurs sur CCI, CMA. J'ai répondu sur CCI, CMA. C'est vrai qu'on a la même tutelle, qui est le ministère de l'économie, et c'est vrai qu'on a beaucoup de clients en commun, ce qui est moins le cas avec les chambres d'agriculture. Néanmoins, bien sûr que oui. Je m'entends très bien avec Sébastien Windsor, que je connais très bien, qui est mon collègue national des chambres d'agriculture. On a des programmes communs sur la décarbonation, sur la production d'hydrogène, vous le savez, sur la méthanisation. Donc j'étais à la foire de Châlons en Champagne il n'y a pas longtemps, et donc j'ai passé beaucoup de temps, si vous voulez, sur le stand de la Chambre d'agriculture, qui est une très belle initiative d'ailleurs. Et donc oui, bien sûr, et ça se fait sur les territoires. Donc si vous voulez, on m'a posé la question sur les CMA, qui est vraiment très proche de nous par tutelle et par clientèle. Mais bien sûr, moi je suis un grand partisan, si vous voulez, de la mutualisation. Et ça me va bien sûr aussi avec les chambres d'agriculture. Et vous parlez des collectivités, c'est la même chose. Donc je n'ai pas de point là-dessus. Voilà, très clairement oui. Made in France, marché public. Une grande histoire sur les marchés publics que j'ai eu la chance de vivre. On a créé il y a plus de 20 ans un club stratégie achat, donc à la Chambre de commerce de la Haute-Garonne. C'était couillon comme affaire là. Il y avait des achats industriels au départ, c'était beaucoup Airbus, l'aéronautique, et après on a fait rentrer les acheteurs publics. Et les acheteurs publics venaient expliquer à des entreprises comment ils rédigeaient leurs appels d'offres et quels étaient leurs besoins. Point numéro 1. Point numéro 2, on a servi d'exemple à Cécile de la Haute-Garonne sur la façon de faire des appels d'offres. J'ai été président, j'ai eu aucun recours. Si vous mettez à 99% le prix, mettez à 99% le prix. Mais je crois qu'on n'achète jamais un prix. Je ne voudrais pas que ça dérape par rapport à ce que j'ai entendu, on paye 5 fois plus cher, etc. Ce n'est pas vrai. Par contre, sur les appels d'offres que j'ai passés, j'ai toujours fait rentrer le prix et la qualité. Et dans la qualité, il y avait la proximité. D'ores et déjà, j'avais fait intervenir en 2010 ce qu'on aurait pu appeler aujourd'hui l'empreinte carbone. C'est aussi un élément opposable. Et donc je crois que sur le Made in France, on revient à ce que je vous disais, il y a de l'éducation à faire. Moi j'entends trop souvent dire c'est interdit par l'Europe. Il n'y a rien qu'interdit aujourd'hui sur un établissement public de l'État de faire un appel d'offres en mettant une composante, si vous voulez,
qui soit une composante de proximité. Je ne vais pas parler de région, si vous le permettez, vous comprenez pourquoi, hein, parce que la région, c'est autre chose. Mais si vous dites quelque part, la proximité est un élément pour moi de décision d'achat, pour des raisons, si vous voulez, environnementales, par exemple, ça marche. Mais simplement, si vous voulez, il faut éduquer les acheteurs et estimer et leur faire comprendre aussi qu'il y a peut-être un petit risque, mais je ne sais même pas, puisque aujourd'hui, si vous voulez, majoritairement les chambres de commerce et d'industrie, en tout cas celles que j'ai présidées, ont acheté français et acheté plutôt sur une zone de quelques centaines de kilomètres, d'une centaine de kilomètres autour d'elles. Voilà. Donc moi, si vous voulez, là-dessus, de façon très claire, je ne peux pas me satisfaire des discours de Donald Trump. Je ne peux pas me satisfaire des discours en disant « America first ». La France doit être première aussi là-dessus. Et ça demande, et l'Europe bien sûr, mais ça demande une volonté politique et de l'éducation. Voilà. Et donc clairement, et je vous le dis, et je vais revenir au panier, monsieur le sénateur, moi je suis un enfant des quartiers. Pourquoi je suis là? Parce que grâce à ce pays, j'ai pu faire des études supérieures, j'ai pu entreprendre, j'ai pu me développer et j'ai pu faire un parcours. Je suis là pour rendre. Ce n'est pas un métier, président de CCI France, et on prend pas mal de baffes. On va expliquer les trajectoires. J'ai mon lot. Moi, je suis là pour me battre pour ce pays. D'accord? Et aujourd'hui, de façon très claire, on ne peut pas être français, on ne peut pas être français, tenir au système qui est le nôtre d'éducation, de protection sociale, même si on le critique. Vous savez, moi, j'étais souvent aux États-Unis en Asie, hein. Pas facile, hein, quand on est malade. Et vouloir acheter systématiquement étranger. Et moi, je le dis, on doit avoir une préférence nationale. On doit avoir une préférence dans l'économie circulaire. On doit avoir une préférence dans l'économie de proximité. Et, mesdames et messieurs les sénateurs, je ne suis pas persuadé que ça coûte plus cher. Et je ne suis pas persuadé d'être la loi en vous disant ça, même si je suis filmé. Parce que c'est la logique des choses. Voilà. Moi, je vous le dis, je suis un patriote français. Et je le fais, je le vis dans mes achats aussi. Et j'encourage tout le monde à faire la même chose. Voilà. Et vous regardez, faire entrer des devises en France, ou garder nos devises, c'est la création de valeur aussi, hein. Il faut bien faire le coût complet d'acheter des produits qui ne sont pas fabriqués chez nous. C'est maintenir de l'emploi, c'est créer de la valeur, c'est maintenir des territoires en vie. Mais je crois, et ça sera l'occasion pour moi de le répéter sur les ondes là, moi je crois au Made in France, et je crois qu'il y a quelque chose qui est important. Il faut se le rappeler. Tirons les leçons de la période Covid et de la crise ukrainienne. Que ça nous serve. Parce que demain, on aura les mêmes problèmes. J'espère qu'on aura d'autres outils pour se battre. Merci, Monsieur le Président. Sachez combien votre engagement, votre compétence et votre volonté de réussir est importante pour nous. Et sachez combien nous avons apprécié, je le pense, tous ici, nous avons apprécié vos interventions. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à très bientôt. Tout. Merci. Ce soir,